Kaseya, un nom qui fait trembler les entreprises et les gouvernements. Quel est le risque pour nous sur Mac et sur iOS? L'éclairage d'Eli dès le début de cet épisode 46. Après Molotov, voici son nouveau défi, une appli grand public pour diffuser en direct et en multicam à partir d'iPhone ou d'iPad. Cette appli, c'est Narrative et lui, c'est Jean-Marc Denoal, ex-TPS et TF1. Il est notre invité et il nous racontera les semaines qui avaient précédé cette keynote de la WWDC 2016. Sur scène, Eddy Cue y avait présenté Molotov en le qualifiant de service de télé révolutionnaire en France. Un duel de lampes de chevet compatible HomeKit dans ma maison connectée, Meros contre Philips Hue, l'une est 3 fois moins chère que l'autre. Est-ce que ça se sent? François nous le dira. Et puis le tuto audio de la semaine, votre passe sanitaire au poignet sur votre Apple Watch. C'est possible, il suffit de l'importer dans Wallet. David 16 est avec nous et c'est lui qui vous guidera. Jeudi 8 juillet 2021, iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 46. Au garde à vous, cette semaine ça file droit, obligé à l'approche du 14 juillet. Tout le monde au repos, soldat le Truédic, repos, soldat Eli, repos. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des invités. Tenez-vous les garçons. Salut François. Salut Benjamin, très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs, ou vendredi, ou samedi, ou dimanche, en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Très heureux de vous retrouver tout court en fait. Avec iWeek, c'est tous les jours la fête. Comment ça va François ? Bah ça va ma foi, tu vois, les vacances s'approchent tranquillement, on est dans les finalisations. Tu vois, hier j'ai déplacé des ordinateurs de salle en salle, et c'est là où j'étais heureux d'avoir des iMac, parce qu'à déplacer c'est quand même relativement simple. Si c'était des Mac Pro avec des écrans Pro XDR, ce serait un peu plus long, mais j'ai pas le budget, donc voilà. Bon bah écoute, tant mieux pour les iMac et pour ton dos. François, comme toutes les semaines, on te retrouve notamment tout à l'heure pour Ma Maison Connectée. Quel est le programme aujourd'hui ? Alors j'avais teasé un peu la semaine dernière, parce que j'avais fait amende honorable, j'étais à la bourre la semaine dernière, j'ai eu le temps de continuer à faire joujou avec une petite lampe de chevet, alors je devrais même utiliser le terme veilleuse, parce que ça fait plus veilleuse que lampe de chevet au final, mais je vais y revenir tout à l'heure, vous allez voir, mais c'est plutôt un produit qui est intéressant, comme d'habitude, surtout son prix. Eh bien on verra ça tout à l'heure avec toi François. Et salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir messieurs, et bonsoir à tous qui nous écoutez. Comment vas-tu ? Tu as mis du rouge ? Eh oui, parce que ça passe bien avec un fond d'écran vert. Mais t'as pas de fond d'écran vert, puisqu'il est remplacé par du blanc. C'est vrai. Mais rappelle-toi les premiers essais, quand j'avais un t-shirt vert sur un fond d'écran vert, comme c'était rock. C'est vrai. Bah tu vois, t'as arrêté de mettre du vert, c'est bien, au moins t'as progressé. Je contraste. Bon. Le rouge, c'est aussi la couleur de ton restaurant. Est-ce que ta table est ouverte aujourd'hui ? Oui, ce soir, oui. Mais on fait menu d'été, hein. Attention. Ah bon ? C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire que c'est l'été, il faut être svelte pour pouvoir aller à la plage et tout. Donc, je fais plat dessert, mais je sais qu'il y a un petit apéro avant, donc voilà. Mais bon. L'été, on saute l'entrée, parce que sinon, ça fait un peu trop. D'accord, bon, tu nous expliqueras tout à l'heure. On comprendra mieux au moment de ton dîner. On va aussi te retrouver, Eli, dans un instant pour nous expliquer l'affaire Kaseya. Allez, en un mot, pour nous donner envie de rester dès le début de cet épisode 46. Bah écoute, Kaseya, c'est une affaire de ransomware ou de rançongiciel. Enfin, le mot français m'échappe parfois. Comme il y en a tant, sauf que celle-ci est énorme puisqu'elle est à l'échelle mondiale. Et donc, on a appris ça il y a quelques jours. Ce n'est pas totalement fini, mais vous allez voir, c'est assez énorme. Bon, et puis Eli, je sais que tu es aussi heureux que moi d'accueillir notre premier invité. Mais oui. Parce qu'il est l'un des cofondateurs de Molotov, ce service, cette appli qui a fait craquer Apple dès le début et qui centralise toutes vos chaînes de télé. Mais s'il est avec nous aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler de sa nouvelle aventure qui s'appelle Narrative. Jean-Marc Denoal, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de t'accueillir Jean-Marc dans ce nouvel iWeek, la semaine Apple. Podcast audio natif et désormais aussi en version vidéo sur YouTube à partir du vendredi. Alors on va y revenir dans le détail et puis dans la deuxième moitié d'iWeek, on reviendra aussi sur la formidable aventure Molotov et sur les coulisses du lancement avec Apple. Mais dans un instant quand même, priorité à l'actu et à ton actu, à Narrative. Bon, c'est vraiment
En amuse-bouche, hein, Jean-Marc, on va y revenir. C'est quoi narrative pour qu'on soit tout de suite dans le cœur du sujet ? En fait, narrative, c'est la possibilité offerte à chacun et à chacune de pouvoir produire du contenu très facilement, d'une narration simple à la narration la plus compliquée, c'est-à-dire rendre des outils qui classiquement sont disponibles pour soit des gens qui ont beaucoup de matériel et un peu d'argent, soit des gens qui ont passé beaucoup de temps à scruter les notices, de mixer des caméras, faire des habillages un petit peu sympas et de pouvoir les diffuser. Donc tout ça, c'est pour ceux qui connaissent, on a l'habitude de dire qu'on met un quart régie dans un iPhone. C'est vraiment ce qu'on fait. On mixe plusieurs flux, on propose des habillages et on les distribue sur n'importe quel réseau social. Bon, tu m'as fait une petite démo il y a quelques jours à l'occasion d'un déj, très sympa. J'ai trouvé que c'était déconcertant de qualité et de simplicité. Et en septembre, ce sera à la portée de tout le monde. Alors à tout de suite Jean-Marc, hein, tu vas tout nous expliquer, tout nous raconter. Et évidemment, tu réagis à tous les sujets qui te parlent. Surtout, tu n'hésites pas. Et puis on a un deuxième invité aujourd'hui. Il est l'un d'entre vous. Son blog s'appelle C'est pour ma pomme. Salut David 16. Salut. Est-ce que je dis 16 ou 16 ? 16, comme le chanteur. 16. Eh ben tu vois, comme le chanteur, c'est ça. Bon, comment est-ce que je peux te présenter, David, au-delà de ton blog qui est donc c'estpourmapomme.blog ? Ouais, bah tout simplement quelqu'un de normal qui n'a, pour ainsi dire, rien à voir avec Apple, à part mon blog et puis mon podcast que j'ai décidé de créer il y a 4 ans à peu près, parce que c'est un monde que j'adore, quoi, tout simplement. T'as quand même une particularité, c'est que tu fais tout à partir d'un iPad Pro. Ouais, voilà, c'est un peu le but au départ du blog, c'est que moi j'ai décidé de passer sur iPad exclusivement il y a plus de 5 ans, et je voulais voir si on pouvait vraiment tout faire avec un iPad, c'est-à-dire tenir un blog de A à Z et enregistrer un podcast, le publier, enfin faire tout ce qu'on ferait sur un ordinateur normalement, mais à partir d'un iPad. Et depuis 4 ans je le fais et c'est totalement possible. Bon, c'est super intéressant. Alors, on a eu la même idée, toi et moi, celle d'un tuto sur l'intégration du pass sanitaire Covid-19 dans son wallet. Et comme tu l'as publié sur ton blog, je t'ai proposé tout simplement de me remplacer aujourd'hui pour le tuto audio et tu as accepté, c'est sympa. De rien. Bon, t'es prêt, ça va aller ? Oui, nickel. Bon, ce sera tout à l'heure dans iWeek. Toi aussi, un micro ouvert évidemment pour toi et tu interviens quand tu veux. iWeek, la semaine Apple, a désormais un petit frère, vous le savez, il s'appelle i5, la dose Apple, chaque jour de la semaine avec Élie, François, Jean-Christophe et Gilles. Oui, le retour de Gilles, ce sera demain matin, vendredi. On vous propose l'essentiel de l'actu Apple en 5 minutes avant midi, sauf quand Apple Podcast, évidemment, joue avec nos nerfs. 4,8 sur 5 sur Apple Podcast avec déjà une trentaine de notes et des avis très chouettes, à l'image du dernier signé New Frodon. J'ouvre les guillemets. C'est un exercice périlleux d'éviter la redite d'infos quand on a un podcast hebdo plus quotidien sur la même thématique. Force est de constater que vous réussissez jour après jour à me fidéliser grâce à des infos et des anecdotes toutes fraîches et utiles. Merci pour votre travail. 3,99€ par mois, c'est quand même pas cher pour le résultat. Bon, Élie, ça fait plaisir, hein ? Ah oui. Et ça nous encourage à essayer de trouver des choses encore plus étonnantes. Parce qu'une des choses qu'on retient, c'est que nos auditeurs nous disent « Nous suivons les sites de news et vous arrivez à trouver des choses qu'on n'a pas vues. » Donc, et ça, c'est bien, ça, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment très sympa. Alors merci à toi, New Frodon. Et je précise que l'abonnement à i5, exclusivement dispo sur Apple Podcast, est sans engagement. Vous commencez et vous arrêtez quand vous voulez. Et on vous offre les 3 premiers épisodes pour avoir vraiment le temps de vous faire une idée. Alors abonnez-vous à i5, la dose Apple. Élie, c'est vraiment un plaisir quand même pour nous, il faut le dire, de réaliser cette quotidienne. On prend le rythme, hein ? Oui, écoute, là on commence à être pas mal. Il a fallu une petite vingtaine de numéros pour se caler, mais là on est bien. On le fait dans des délais courts, on essaye d'être concis, d'être percutant, et on s'amuse toujours autant que dans la première émission. Donc pour l'instant c'est vraiment nickel. Bon, n'oubliez pas iWeek pour autant, iWeek qui reste gratuit, qui donc a besoin de votre soutien financier et de votre générosité pour continuer et pour grandir. Ça se passe sur patreon.com/iWeek.
iWeek. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, parmi vous, nous soutiennent déjà. Mais c'est pas suffisant et je sais que vous pouvez faire beaucoup mieux et être beaucoup plus nombreux. Toi, par exemple, Jean-Marc, franchement, 1,50€ par épisode, ça le fait. Enfin, Twitter, @iWeekNews et Instagram, @iWeek.news pour nous suivre. Il se passe plein de choses sur le fil d'un jeudi à l'autre. Alors venez jeter un coup d'œil et suivez le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. Dans quelques minutes, Jean-Marc Denoal pour nous raconter Narrative puis Molotov. Mais d'abord, l'affaire Kaseya. Vous avez entendu parler du phénomène et de la plaie des ransomware ou rançongiciels en français qui fleurissent comme les marguerites au printemps. Toutes les chaînes de télé françaises en parlent. Il y a même eu un sujet complet sur TF1 cette semaine. Le gouvernement est intervenu, ce qui est rare, pour expliquer à quel point ce phénomène est inquiétant et à quel point il faut faire attention. Ce phénomène, c'est Kaseya, cette société basée à Miami qui fournit un middleware à des milliers d'entreprises dans le monde et qui s'est donc fait pirater. Élie, tu vas nous aider à comprendre cette affaire et à y voir clair sur ces enjeux. D'abord, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est un middleware ? Bien sûr. Un middleware, en fait, c'est un logiciel qui fait communiquer des systèmes entre eux. En fait, c'est une sorte d'entremetteur qui permet à des sociétés de communiquer à distance avec leurs serveurs, de lancer des opérations de maintenance ou simplement de se connecter à distance à l'interface de leur serveur. Donc, et là, ce qui s'est passé, c'est que plus de 900 clients directs de la société Kaseya, qui est donc une société, comme tu l'as dit, basée à Miami, qui se sont trouvés paralysés du jour au lendemain. Et indirectement, ça a affecté plus de 36 000 entreprises dans le monde entier. Puisque en fait, Kaseya, quand ils ont été pris en otage donc de ce ransomware, ont immédiatement alerté tous leurs clients en disant « éteignez vos serveurs ». Et ça, c'est juste énorme. On est en présence d'une des plus grosses affaires de ransomware connues à ce jour. Parmi les clients connus, il y a une société de chemin de fer qui n'a pas voulu communiquer son nom, mais il doit y avoir quelques petits problèmes de retard dans les trains. Il y a une chaîne de supermarchés, une chaîne de pharmacie en Suède. Et donc, évidemment, Kaseya a demandé l'aide du FBI qui a envoyé l'équipe de cybercriminalité. Ils ont commencé à analyser tout ça. Et en fait, ils ont dit, bon, bah, pour l'instant, il n'y a que 40 clients directs qui ont été touchés. Les autres ont éteint par précaution. Mais attention, 40 clients qui eux-mêmes avaient d'énormes quantités de clients, puisque ce sont des sociétés de services en informatique qui proposent en fait l'utilisation de ce logiciel. Et en fait, il y a eu des centaines de clients qui indirectement ont été perturbés ou contaminés. Par exemple, les Suédois, puisqu'on a parlé tout à l'heure de cette chaîne de supermarchés en Suède, ont dû fermer 800 magasins. 800 magasins parce que sans serveur, ils ne pouvaient pas facturer, les caisses ne marchaient pas, etc. Donc c'est juste énorme. Est-ce qu'on sait qui est derrière cette attaque ? Ben, on a des soupçons en fait. Les premiers indices pointent vers un groupe de cybercriminels bien connus qui s'appelle Revil et qui sont en fait basés en Union soviétique. Et en donc Russie, ça, c'est aujourd'hui, le FBI. On dit Russie aujourd'hui. Russie, oui, c'est ça. La guerre froide est finie, tu sais. Vu mon âge. Union yes. Donc. Brejnev est mort, tu sais. Donc ça c'est d'après le FBI en fait, mais une société qu'on connaît bien, qui est Sophos, qui feront des antivirus et tout ce qui est protection, ont confirmé que d'après eux, d'après leur enquête indépendante, les traces mènent bien vers Revil, et c'est monté à tel point que l'administration Biden a demandé à toutes ces agences de sécurité une enquête approfondie sur les hackers russes, ce qui, à mon avis, doit bien faire rire Vladimir Poutine. Donc, vous savez que toutes ces affaires, des fois, il y a des encouragements, on va dire, de l'État pour taquiner les sociétés occidentales. Donc, bon. Et on sait si ça touche plus des PC ou quel type d'appareil est bloqué, ça touche, en fait. Oui, ça touche
évidemment à 99,99% des PC sous différentes versions de Windows. Et ce qui est toujours incroyable, c'est que c'est toujours la même méthode et les gens ne se méfient pas. C'est-à-dire que quelqu'un dans la société reçoit un email avec une pièce jointe, un PDF, où on va lui dire vos bonus du trimestre ou, je sais pas, vous avez gagné à la loterie, enfin, je sais pas. Et bon, c'est une pièce jointe, donc clique sur le PDF, ça y est, c'est mort. Le disque est crypté, il y a un lancement de cryptage de disque. Et puis après, on demande, dans le cas de certaines de ces sociétés-là, les enchères démarraient à 5 millions de dollars. Hein. Donc, c'est quand même pas des petites sommes. Hein. Et j'ai vu l'émission qui est passée sur TF1 où il parlait de ça cette semaine, où il y avait même un représentant du gouvernement qui intervenait et qui conseillait bien sûr aux gens de ne pas payer. Et puis il y avait un chef d'entreprise qui disait « Mais moi j'ai fait mes calculs, j'ai vu combien on me demandait, je crois que dans ce cas-là c'est une petite société française, on leur demandait 20 000 euros quand même. Et il a dit « Mais moi j'ai payé tout de suite. Je ne pouvais pas prendre le risque et me permettre de ne pas payer. Mais malheureusement, si on paye, ça les encourage. » Donc c'est très compliqué en fait, ces histoires de ransomware. Mais je pense qu'il est temps qu'on se penche, que les éditeurs de logiciels et les fabricants de systèmes d'exploitation se penchent sur ce problème. Après, il suffit d'avoir un peu de bon sens. Moi, par exemple, je reçois énormément de mails par jour, des spams, d'autres choses, etc., des tas de pièces jointes. Mais quand j'ai une pièce jointe sur le Mac, on a au moins cet avantage, c'est que on appuie sur la barre d'espace et on a une preview à l'écran grâce à Quick Look. Si j'ai une pièce jointe qui ne s'affiche pas en Quick Look, méfiance, généralement, je ne la télécharge pas. Voilà. C'est petit conseil. Tu utilises coup d'œil, David, sur les pièces jointes de tes mails ou pas ? Alors, oui, je l'utilise, mais c'est vrai que moi, j'ai une politique au niveau des mails et des pièces jointes. J'essaye le plus possible de ne pas ouvrir ce que je connais pas. Si c'est un mail d'une personne ou d'un organisme que je connais pas, je l'ouvre pas. C'est très sage. Élie, ma question tout à l'heure sur le type de machine infectée n'était pas innocente. Est-ce qu'on est tranquille en étant sur Mac Qu'on sache, oui. Personne n'a donné d'exemple de Mac qui aurait été touché par ce virus. Donc, qu'on sache, on est tranquille. Maintenant, sur les 36 000 entreprises, je ne sais pas, mais vu le logiciel en fait qui s'appelle AVS, c'est quelque chose qui permet en fait à un responsable IT de contrôler le fonctionnement des serveurs et de déclencher une tâche de backup, de vérifier la charge des disques, etc. Donc c'est le genre d'utilisation, généralement, le Mac est peu présent en fait dans des cas comme ça. Hein. Donc ça touche plutôt les grosses entreprises qui utilisent des gros serveurs, donc on n'en a pas du tout parlé. On pourra chercher un peu plus, mais j'ai pas eu d'écho comme quoi un Mac aurait pu être impliqué là-dessus. Je ne pense pas. Ouais, 36 000 entreprises affectées dans le monde entier, effectivement. C'est une affaire d'une ampleur inédite. Merci beaucoup, Élie. On marque une toute petite pause et on va discuter Live Multicam sous iOS. C'est une appli intégrée qui fait tout. Elle s'appelle Narrative, elle arrive en version commerciale en septembre et son papa est avec nous aujourd'hui. Jean-Marc Denoal, rebonsoir. Rebonsoir. 8 ans chez TPS, 7 ans chez TF1 à la tête de la stratégie et de l'innovation notamment. En 2014, on va en reparler dans la deuxième partie d'iWeek, c'est le début de l'aventure Molotov. Et puis 2021, nouveau défi, nouvelle folie peut-être. Tu t'apprêtes à lancer Narrative avec un seul R, une révolution sur iPhone et iPad pour ceux qui veulent produire et diffuser de la vidéo en direct et en multicaméra. J'ai bien résumé l'idée, Jean-Marc ? Tu as parfaitement résumé le concept et ce qu'on s'apprête à lancer dans quelques jours. Comment est-ce que l'idée t'est venue et c'est quoi le point de départ de ce projet ? Le point de départ de ce projet, c'est
déjà mon départ de Molotov. Donc moi j'ai quitté l'aventure Molotov qui était absolument formidable à tout point de vue en 2019. Et quand j'ai quitté cette aventure, je me suis mis à réfléchir avec des camarades du marché sur la production, le digital et comment pas forcément réconcilier les deux parce qu'ils sont pas fâchés, mais comment mettre à la disposition de production des outils qui permettent de rentrer dans une économie du digital. Donc moi j'ai beaucoup d'historique dans l'industrie de la télévision qui est réagit à un certain nombre de règles, en particulier dans la relation que cette industrie a avec le contenu, et l'industrie digitale est complètement différente. J'avais une double frustration. La première, c'est que je voyais beaucoup de créateurs, on va dire, travailler sur un modèle publicitaire. Donc je trouvais que parfois la création et la narration vidéo perdait pas forcément son âme, mais se perdait un petit peu dans cette obligation qu'elle avait de satisfaire, on va dire, le mainstream, le divertissement et de satisfaire les annonceurs. Et j'avais une conviction un peu profonde, alors c'est peut-être aussi le fait que j'ai beaucoup travaillé avec des chaînes, des grosses chaînes évidemment pour TF1, mais aussi dans la galaxie TF1 il y avait des chaînes un peu plus affinitaires, et je voyais bien que, enfin en tout cas j'imagine que dans les créateurs de contenu, qu'on est tous un petit peu, parce qu'on a tous une capacité à vouloir communiquer en vidéo, on a tous aussi des passions, et des passions qui sont pas forcément celles de toucher de l'argent d'un annonceur, mais au contraire de pouvoir la partager. Et donc mon pari et mon idée, c'est de dire que il y a un certain nombre de créateurs qui ont des choses à partager, qui les partageront en vidéo. Et quand j'ai fait le tour des outils qui existaient, au moment où je me suis posé cette question, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement pas beaucoup d'outils, en tout cas pas tels que moi je les aurais imaginés. C'est-à-dire complètement virtualisé, pas forcément besoin d'acheter beaucoup de matériel et de disposer d'un budget de 2500 € pour démarrer. Parce que quand on est jeune, qu'on a 15 ans, 14 ans, c'est pas forcément des choses auxquelles on a accès immédiatement, et ou qu'on n'a pas envie de se faire toutes les notices explicatives d'outils qui sont certes performants mais très compliqués d'accès. Et donc moi mon idée c'était de le rendre le plus accessible possible, finalement un petit peu comme on l'a fait sur Molotov, c'est-à-dire de rendre la télévision et sa consommation et sa navigation ludique, pratique et accessible à chacun et à chacune. Et donc mon idée c'est de dire on va créer une plateforme qui va permettre de créer du contenu, de le diffuser évidemment sur n'importe quel réseau social, un ou plusieurs en même temps, de mixer des caméras, de proposer des habillages, de faire du picture in picture, enfin voilà, de proposer un petit peu la galaxie. Et si vous avez envie d'avoir une narration vidéo extrêmement simple, vous pouvez le faire. Si vous avez envie d'en avoir une un peu plus compliquée, d'avoir une narration avec vos amis, qu'ils soient physiquement présents sur place et en jouant un petit peu sur les caméras et ou à distance, tout ça agrégé au sein d'une plateforme accessible depuis votre iPhone. Voilà. Quand on s'est revu plus exactement il y a un an, la cible était pas du tout le grand public. Non, la cible était pas grand public. En fait, quand on parle de production vidéo, on est toujours un petit peu entre les deux. Et c'est-à-dire que les gens qui comprennent instinctivement ce que je dis, ce sont des gens qui sont issus de l'industrie. Et en même temps, en continuant à travailler, et la sortie évidemment pour les professionnels qui l'ont utilisé, ça fonctionne bien. Donc j'ai pas beaucoup de doutes sur le bénéfice qu'on va apporter sur le marché professionnel. Mais en continuant à comprendre ce marché, en le testant et en discutant avec pas mal de créateurs, je suis tombé sur une étude qui a définitivement achevé de me convaincre sur le potentiel B2C. Deux éléments de marché qui m'ont convaincu. Le premier, c'est l'étude qu'avait faite un grand constructeur de jouets qui se construisent à l'occasion des 50 ans de l'alunissage. Donc ils avaient Mécano bâti. Voilà, on ajoute des petites pièces les unes sur les autres et puis vous pouvez construire des beaux produits. Ça développe la créativité. Et donc ils avaient mené une étude à l'échelle mondiale auprès des jeunes, des très jeunes, donc des 8 à 12 ans. Et qui avait pour ambition de détecter les aspirations de ces jeunes gens, en imaginant, et j'imagine qu'ils espéraient vraiment, le directeur marketing, que l'exploration de Mars et de l'espace allait être le leitmotiv numéro 1 et l'ambition numéro 1 des jeunes générations.
Et en fait, ils se sont rendus compte que 30% des jeunes Américains, et c'est à peu près partout pareil, un peu moins en Chine, mais la proportion est quand même rarement en dessous de 25%, 30% des jeunes de 8 à 12 ans aspirent à devenir vlogueurs. C'est-à-dire aspirent à communiquer en vidéo et aspirent 30%. à s'exprimer en vidéo. Qui globalement dit beaucoup de choses en fait, à la fois de la génération, beaucoup, hein. de leurs aspirations et de la volonté qu'ils ont de communiquer. Alors, ça veut pas dire qu'ils en feront leur métier, mais du coup, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'on va devenir chacun, y compris dans la capacité qu'on a à communiquer. Alors, on a communiqué beaucoup par la voix, par l'écriture, et évidemment, mon sentiment, c'est que tout le monde va devenir un petit peu un espace de communication, y compris en vidéo. Voilà. Et le deuxième élément de marché qui m'a beaucoup interpellé, et je le relie finalement au marché de la publicité et des réseaux sociaux, c'est le mouvement de Patreon, et ses différentes levées de fonds aussi gigantesques qu'impressionnantes, mais qui dit quelque chose d'important, je trouve, en tout cas moi dans mon analyse de marché, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est de dire que le marché sur les réseaux sociaux et de la création de contenu, c'est bâti autour du divertissement, du mainstream et d'un vecteur, on va dire financier qui est la publicité. Et je pense que ça ne sera plus le seul, en fait, et que ça va démultiplier le nombre de créateurs, parce que si vous êtes extrêmement amateur sur le vin, sur la botanique, sur les insectes, et que vous en parlez extrêmement bien, en fait, avec le digital, exactement. Vous pouvez, et c'est très intéressant ce que tu disais sur Patreon au tout début, et je vais y contribuer, c'est que si tu es capable de fédérer 5000 personnes autour de ta thématique, parce que tu as une passion et que tu en parles tellement bien ou tellement différemment que finalement les gens aiment à t'entendre et veulent t'encourager, à l'échelle du monde, avoir 5000, 10 000, 15 000 personnes qui sont capables de te payer entre $2 et $5, ça dit une autre histoire en fait de la façon dont tu vis ta passion et dont tu peux la partager. Et si on se dit ça et que les gens ont un autre vecteur de, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, hein, tu vois, aujourd'hui vivre sur un modèle payant de la production de contenu, c'était pas archi évident. Donc je pense que ça va faire un appel d'air monstrueux, générationnel, aspirationnel et sur les plateformes de distribution. Vont créer un appel d'air encore plus important que ce qui est aujourd'hui, et donc il faut absolument des outils pour accompagner le succès de l'ensemble des créateurs, et on ambitionne de devenir en tout cas j'espère l'outil préféré des créateurs de contenu en vidéo, pour leur permettre de distribuer l'ensemble de leurs passions, de leurs idées, et de partager au plus grand nombre. Voilà. Donc comme disent les Américains, c'est for the masses. Absolument. Pour tout un chacun. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de communiquer en vidéo, mais je pense que le trend est là, et que voilà, on a tous des choses, je pense, un peu plus subtiles à partager que des short forms, même si je les oppose pas, et c'est une manière de communiquer. Mais je pense que quand on a envie d'expliquer des choses, une passion, quelle qu'elle soit, peut-être qu'on peut prendre 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, de le faire en live ou dans les conditions du live, parce que on s'est rendu compte que de le faire dans ces conditions-là et éviter aussi beaucoup de temps à passer en post-prod. Et donc, voilà, quand vous êtes sur les réseaux, vous avez à la fois, c'est votre passion, mais vous n'avez pas non plus envie d'y passer 3 jours pour publier une vidéo toutes les semaines, parce que sinon, là, c'est un petit peu limité. Et donc, on essaie d'optimiser l'outil narratif, la plateforme narrative, pour qu'elle permette à tous les créateurs de s'exprimer, quelles que soient d'ailleurs leurs aspirations et les thèmes sur lesquels ils ont envie de s'exprimer. Voilà, on avait 3 vraiment leitmotifs très importants. Le premier, c'est on virtualise tout, donc tout est dans le cloud, donc ça veut dire une technicité assez importante de mixer les flux dans des conditions qui sont pas forcément toujours bien faciles. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire qu'on a. On parle de flux qui peuvent arriver de l'autre bout de la Terre, hein. Absolument, absolument. Et de s'appuyer sur le plus grand parc de caméras au monde, qui est celui des téléphones. Tout le monde a un téléphone, on n'est pas obligé d'acheter des caméras HD, les téléphones sont tous HD, donc on les sollicite, ils filment, vous récupérez le flux, vous les mixez, et vous mettez des habillages, et vous pouvez même faire des duplex, voilà. Donc toutes les narrations sont possibles, de la plus simple jusqu'on pense la plus compliquée, et puis c'est que le début, mais on est déjà très content de là où on est aujourd'hui, et évidemment, d'une certaine manière, on va aussi grandir avec l'usage qu'on va apprendre et qu'on va comprendre, et ce que les utilisateurs auxquels on va confronter le produit dans quelques jours vont nous apprendre et sur lesquels ils vont nous solliciter.
Alors, comment ça marche concrètement, Jean-Marc, quand on veut s'en servir ou quand on s'en sert pour la première fois? La première fois, il faut que vous téléchargiez l'appli classiquement, et puis quand vous rentrez dans cette home, ce que moi je voulais éviter, c'est de ce que tous les gens qui ont travaillé dans la vidéo connaissent, c'est d'arriver sur la console de mixage, quoi. C'est la console de mixage des flux, des sources, qui objectivement, à mon avis, ne parle pas à Madame Michu, qui ne ça n'a aucun intérêt, les sources, HDMI, enfin voilà, tout ça je voulais absolument l'éviter. Et en fait, ce que je souhaitais proposer, c'est vraiment rentrer par on a envie de faire quoi, c'est quoi la thématique qu'on a envie de traiter, comment on a envie de la traiter, est-ce qu'on est plutôt dans une narration où on est seul face cam et on va vouloir parler et nous on va essayer d'apporter des choses, et ou alors est-ce qu'on a envie finalement d'animer son live en posant un téléphone, une caméra de Mac et ou un iPad, et puis de pouvoir switcher d'une caméra à l'autre pour animer un petit peu sa vidéo et son live, pouvoir évidemment injecter des images, injecter des vidéos, injecter des habillages qu'on aura soit préparés, soit que nous on va vous proposer, parce qu'en fonction de la thématique, évidemment, les habillages seront différents. On va pas vous proposer un habillage news comme on vous proposerait un habillage make-up, par exemple, ou de recettes de cuisine. Et donc c'est rentrer plutôt par l'aspiration. Voilà, de quoi on a envie de parler aujourd'hui. Est-ce que c'est juste un live entre friends et puis on est sur la plage et on a envie de se filmer à faire du surf en plusieurs angles et ça peut être rigolo, puis on le diffuse immédiatement sur Facebook, Insta ou YouTube, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'un peu plus élaboré. Donc voilà, on va essayer de rentrer par les thématiques et puis par le contenu. Et puis après de présenter, ça nous permet à nous de setuper quelque part l'environnement dans lequel vous allez utiliser la vidéo et vous allez mixer vos flux. Pour ne pas vous donner un objet extrêmement compliqué si vous avez envie de faire quelque chose de simple en fait, et puis vous donner les habillages qui correspondent à la thématique. Et ensuite, alors, par exemple, comment est-ce que Ellie à Nice peut m'envoyer le flux de l'iPhone qui pourrait faire tourner Narrative par exemple? Alors les invitations c'est très simple, c'est-à-dire que les contributions vidéo, ce qu'on appelle la source, c'est au lieu de brancher votre câble HDMI, vous envoyez un mail à votre camarade. Il se met à filmer puisqu'il vous connaît, donc c'est Ellie qui m'invite à filmer. On s'est mis d'accord sur le fait que je vais filmer mon cours de surf. Il va être très content de me voir en direct et lui-même raconter une histoire. Donc on envoie un email assez classique, on l'accepte, on se met à filmer et puis Ellie récupère le flux. Il peut récupérer le flux d'un autre camarade, de toi Benjamin ou de David, de les mixer, de faire du picture-in-picture, de faire de l'habillage, de faire du voice-over s'il a envie de faire du voice-over dessus. Enfin voilà. En fait, c'est vraiment un studio virtualisé, quoi. On a toutes les caméras du monde à disposition. Ouais. Vous pouvez les récupérer, les mixer, et puis après c'est votre créativité qui va s'exprimer. Et je suis sûr qu'on aura énormément de surprises sur la créativité. En tout cas, je le souhaite et je l'espère que les users vont mettre en œuvre par rapport aux outils qu'on présentera et qu'on proposera dès maintenant, mais qui vont évidemment évoluer tout au fil de la vie d'entreprise. Combien on peut faire entrer de flux d'iPhone ou d'iPad en même temps? Aujourd'hui, en live, on peut en mixer 5, qui est objectivement pas une limite en soi technique, parce que notre plateforme sait en gérer plus. On trouve que c'est une limite d'usage aujourd'hui, donc voilà, si on se rend compte qu'il y a une vraie demande pour en faire 8, on se creusera la tête d'un point de vue user experience pour donner la même qualité, mais la manière dont on l'a conçu, je pense qu'on peut en faire rentrer plus, mais voilà, il n'y a pas de limite, parce qu'une fois que vous êtes dans le cloud, une fois qu'on a démarré notre plateforme dans le cloud, globalement vous pouvez faire rentrer 10 flux, il y a pas de difficulté. Après, pour celui qui mixe, il faut qu'il ait des bons yeux, il faut qu'il puisse un peu suivre l'ensemble des actions, mais globalement il y a voilà, aujourd'hui la limite elle est de 5. Vous avez votre espace d'image que vous pouvez soit personnaliser, parce que vous pouvez uploader vos images, vos vidéos que vous avez envie d'intégrer dans la narration vidéo, mais vous pouvez aussi accéder à ce que moi j'appelle une banque d'habillage, et ou des images qui peuvent habiller votre flux vidéo et qu'on vous proposera en fonction de votre thématique. Ça veut dire qu'on peut intégrer son générique, on peut intégrer un reportage Exactement. qu'on aurait filmé à l'avance. Absolument. Ton générique, tu peux importer, choisir celui que moi je te propose, mais aussi probablement si tu as envie toi d'en faire un, intégrer le tien. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être la boîte à outils pour que vous ayez
enfin c'est aussi l'avantage de faire ça dans le cloud. C'est aussi peut-être ce qu'on peut reprocher à quelques autres plateformes. C'est certaines le font plutôt pas mal, je trouve, techniquement, mais c'est un peu geek, mais techniquement, ils le font plutôt pas mal, mais c'est dans un environnement PC. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas chez vous, avec votre PC, avec votre setup, bah, finalement, vous pouvez plus produire de vidéos. Le fait de ne pas le cloudifier, le fait d'avoir des outils un peu éparpillés partout, bah, si vous voulez des bandeaux, bah, il faut que vous commenciez à pouvoir en télécharger, il faut commencer à pouvoir gérer Photoshop. Donc tout ça, en fait, fait que vous n'avez pas un outil, une plateforme prête à l'emploi pour produire du contenu. Et donc nous, notre but, c'est de dire, on s'adresse à tout le monde, qui soit professionnel, semi-professionnel, tous ceux qui ont envie de raconter une histoire en vidéo. Normalement, si on fait bien le boulot, ils devraient trouver de quoi s'amuser et de quoi produire sur Narrative. Il y a un point que je cite pas souvent parce que pour moi c'est acquis, mais je me rends compte que finalement pas tant que ça. C'est que on a évidemment la possibilité d'être distribué ou d'enregistrer, mais d'être distribué sur tous les réseaux sociaux à la fois. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez être sur YouTube, Facebook, Insta, TikTok en même temps, exactement. Voilà. Donc ça c'est dans l'option, c'est dans le package payant. Le niveau gratuit, parce que je pense que ça va être la prochaine question. Le business model, c'est un modèle, on va dire, d'abonnement. Donc on va permettre à tout le monde de pouvoir disposer d'un quart d'heure de live. Dès la sortie commerciale. Donc vous pourrez faire des sessions de live d'un quart d'heure diffusées sur un réseau en simultané. Et si vous voulez, avec un certain nombre d'habillages, et si vous voulez, étendre la duration, 2, avoir plusieurs réseaux en simultané, et 3, avoir des options supérieures d'habillage dans les choix qu'on vous propose et compagnie, là, on sera plutôt sur un tarif à $30 par mois. Ce qui reste assez raisonnable. Juste une question en termes d'interface. Même si les iPhones sont de plus en plus grands, comment est-ce qu'on peut faire cohabiter sur un écran d'iPhone 5 sources vidéo et faire le switch en tant que réalisateur, quoi, de l'un à l'autre? Alors là, il y a eu 2 défis dans ce projet, on va dire, autour de la technologie. Le premier, c'est comment on le fait dans le cloud, c'est-à-dire comment on démarre assez rapidement des encodeurs qui prennent à la volée, qui mixent, et voilà, qu'il n'y ait pas de déchirement des images, et qu'on soit pas sur des qualités d'image type visioconférence. Donc ça c'est un des défis que Quentin, qui est Renard, il a relevé avec brio. Le deuxième, c'est comme tu l'as dit, c'est est-ce qu'on sait faire ça depuis un iPhone, soit en termes techno, soit en termes de user experience. On a apporté une réponse, tu l'as vu. Je dis pas qu'elle était simple, mais je pense qu'on a trouvé quelque chose qui la rend assez simple et j'espère intuitive. Ça, il y a que le marché qui nous le dira et que la confrontation au marché qui dira si on est aussi intuitif qu'on l'imagine. Tous les retours qu'on a aujourd'hui vont dans ce sens. On y arrive assez facilement à mixer les flux parce que nous on l'a fait de manière extrêmement simple, c'est-à-dire plus simple que ça, c'est moi j'ai tendance à dire c'est pas du pouce-bouton parce qu'il n'y a pas de bouton sur l'iPhone, mais c'est vraiment je choisis les images, je clique dessus, elles partent en live, quoi. Donc exactement. Donc on va voir comment l'adoption se fait et comment elle se vit sur le marché. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose. Je dis pas que on n'apportera pas d'amélioration parce qu'évidemment on démarre, hein, donc on va apporter plein d'améliorations, on va découvrir des choses. Puis surtout que la version commerciale, je sais ce qu'il y aura dedans et on sera encore beaucoup plus loin que ce sur quoi on est là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a craqué 2-3 trucs qui sont je pense intéressant pour nous, pour l'aventure et puis aussi surtout pour les créateurs parce que finalement vous avez besoin que de partir avec votre téléphone, d'avoir des amis qui ont aussi un téléphone et puis vous mixez vos flux, quoi. Donc où vous soyez, même en vacances, tu vois. David, ça peut avoir un intérêt pour toi dans ton quotidien, ton activité, ton boulot ou pas du tout? Alors dans mon boulot, non, pas du tout, absolument pas. Mais tu fais même quoi d'ailleurs, David? Je travaille en imprimerie. Ah oui. Donc oui, ça a pas vraiment de rapport. Mais même pour ma création de contenu, moi, pour l'instant, je fais encore pas énormément de vidéos. D'accord. Je suis plus tourné ou sur le blog ou sur le podcast. C'est quelque chose dans lequel j'aurais, peut-être dans le futur, je ferai peut-être un peu plus de vidéos. Mais pour l'instant, c'est vrai que la vidéo, j'en fais pas beaucoup. Alors si j'en fais, c'est pour des vidéos familiales, les vidéos de ma fille ou. Mais enfin voilà, c'est pas des choses que je vais publier sur le web. Et puis, parce que jusqu'à maintenant, faire de la vidéo, alors encore plus en multicam, Jean-Marc, c'était et c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est onéreux, il faut réserver les caméras, il faut réserver les cadreurs, il faut avoir un réal, faut quelque part c'est tout ce qu'on a essayé de résoudre, c'est-à-dire nous on a essayé de virtualiser les équipements, on a essayé d'utiliser ceux que vous aviez déjà. Alors ils répondent pas à tous les points, mais globalement ils ont tous des optiques qui sont plutôt bonnes, enfin voilà, une qualité de vidéo qui est plutôt bonne. Et puis il y a aussi, moi j'insiste beaucoup sur les habillages, parce que les habillages on aime bien toujours mettre un logo, voilà, on aime bien personnaliser quelque part l'environnement dans lequel on communique, et ça me semblait être important aussi de proposer des outils qui permettent de le faire correctement au sein de la plateforme. Donc ouais, moi je suis assez impatient en tout cas de voir comment les créateurs qu'on a déjà contactés, mais là à l'échelle, on peut pas tous les contacter évidemment, à l'échelle un peu plus internationale, vont réagir à cet outil qui à mon avis va un peu surprendre, mais on est impatient de voir comment ça va réagir. Bon, Narrative, ça arrive d'abord sur iOS ? Oui, iOS, à la fois parce que là, on va dire le public des créateurs est quand même très très orienté dans cet environnement, donc ça nous semble être assez malin en tout cas de le tester dans cette logique-là. Évidemment, on peut solliciter les téléphones Android pour filmer. Ce qu'on appelle nous la console et le produit global Narrative n'est pas disponible sur les téléphones Android, mais vous pouvez solliciter n'importe quel téléphone dans le monde pour récupérer son flux vidéo et l'intégrer dans votre narration vidéo. La console, elle sera disponible sur iPad et iPhone. On a peut-être des choses, je reviendrai te voir si on a des choses à annoncer sur la Watch. Ça peut être assez rigolo. Et puis évidemment, on mettra à jour le parc Android d'ici la fin de l'année pour que le parc soit dans une homogénéité d'ici la fin de l'année. Et on a probablement une version desktop aussi à laquelle on réfléchit. Qui est moins dans le cœur de notre offre, parce que nous on a vraiment envie que les gens comprennent qu'on est virtualisé et que du coup vous n'avez pas besoin d'équipement et que les équipements suffisent, mais il y a quand même on va dire un use case sur les desktops et sur les Mac qui est un poil différent, donc on va le faire. Dans tous les cas on va le faire, c'est qu'une question de temps. Ellie. Oui, une petite question qui me vient. Est-ce que tu en as déjà parlé à Apple? Est-ce que tu leur as montré? Oui, on l'a montré, ouais. Et alors, leur réaction? Écoute, tu sais, je pense que tu les connais très bien. Moi, c'est des gens que j'apprécie particulièrement. Parce que voilà, on a fait une formidable aventure avec Molotov. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment ils le sentaient. Voilà, moi je ne peux pas dire ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en ont dit. Moi, l'analyse que je fais d'Apple, c'est qu'ils ont un axe de communication évidemment sur l'image, la vidéo depuis quand même quelques temps, entre autres. Il y a pas que ça. De ce que on a vécu, c'est qu'il est assez simple d'enregistrer, des applis photo et des applis vidéo, stockage en local, c'est simple. C'est simple. Il y en a qui sont plus ou moins bien faites, mais on va dire, on n'est pas dans des ruptures technologiques compliquées ou lourdes. En revanche, que l'iPhone se transforme dans une caméra de transmission, en fait, c'est-à-dire vous captez et vous diffusez en même temps. Avec les notions de réseau, de qualité, de débit d'encodage, c'est des sujets qui sont différents. Voilà, nous on l'a vécu, on l'a compris. Et qui les intéresse, j'imagine. Probablement parce que voilà, personne fait vraiment ce qu'on fait aujourd'hui sans être dans un réseau local avec le même Wi-Fi dans des conditions dans lesquelles les appareils peuvent se parler. Donc moi j'en ai pas vu de produits quand on s'est rencontrés, ils m'en ont pas cité non plus. Donc voilà, je pense qu'on a un produit qui est un petit peu et un projet qui est un petit peu me semble-t-il, dans l'air du temps, je l'espère, des utilisateurs. Et si en plus Apple l'aime bien, on est très content, voilà. Mais on le fait aussi parce qu'on a envie de parler aux créateurs. Il nous semble qu'ils sont aujourd'hui plus dans l'environnement Apple. En tout cas, ils ont une sensibilité un peu plus forte dans cet environnement-là que dans l'environnement Android.
Et on va dire aussi, vous savez très bien que leur parc est un peu mieux maîtrisé que le parc des Android. Et quand vous traitez des sujets aussi complexes que la vidéo, la multividéo, enfin, je veux dire, la grande incertitude qu'on avait il y a encore 6 mois, c'est de dire est-ce qu'on va pouvoir afficher 5 vidéos venant de téléphones disparates, pouvoir en choisir une ou deux de ces vidéos et les diffuser parce que j'ai évidemment mon écran de contrôle, les diffuser et les shooter en live comme ça depuis un iPhone, alors que l'ensemble des téléphones peuvent être aux 4 coins du monde ou 5 coins du monde. Et là, on n'est pas dans une logique de visioconférence, parce que la visioconférence, on voit tout ce que c'est des images à plat, mais là, on est dans une logique de mix où finalement, si vous avez une action, il faut pas qu'il y ait des synchros, il faut que vous puissiez habiller l'ensemble du flux, il faut que la qualité soit là et qu'elle soit pas dépendante du réseau, pas que, on va dire. Donc voilà, donc c'était tout ça. C'est est-ce que les machines vont tenir? Est-ce qu'elles vont être capables d'afficher plusieurs flux vidéo en simultané? Et voilà. Et là, on a plutôt, à la fois parce qu'on a des camarades à la technique qui sont extrêmement talentueux. Et je me suis dit, si on n'y arrive pas avec ces gens-là, on n'y arrivera pas en fait sur ce projet. Ou en tout cas, c'est trop tôt. Ou c'est voilà. Donc non, on est super content du résultat et super content de là où on est aujourd'hui. Ouais. Jean-Marc, 2021, c'est aussi l'année de la 5G. Qu'est-ce que ça change la 5G pour Narrative ? Nous, c'est que du, j'allais dire, c'est que du bonheur, mais un peu. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sollicite beaucoup en fait sur les flux, c'est l'upload. Il n'y a pas beaucoup de download parce que dès que vous êtes sur les réseaux, après, nous, on se charge du reste dans le cloud. Mais pour nous, c'est évidemment un sujet qui ne va que dans le bon sens parce que là où peut-être il pourrait y avoir quelques on va dire restrictions de bande passante ou d'accès à la bande passante pour diffuser sa vidéo. Les zones dans lesquelles c'est le cas aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, en fonction des zones géographiques, ça ne le sera plus. Voilà, donc pour nous ça va dans le bon sens, c'est évident. Plus l'usage, si en plus on peut trouver un usage, une valeur à la 5G entre autres, mais tant mieux. Il y a aussi des continents et des zones géographiques qui sont pas aussi, on va dire, orientés, dominés par le fixe, comme peut l'être l'Europe occidentale. En Afrique, il y a énormément de sujets autour du mobile, et que la communication se fait essentiellement par le mobile. Donc pour nous, la 5G, voilà, c'est dans le sens, comme la fibre l'est sur le fixe. Et en tout cas, nous, ça ne fait que du bien parce que du coup, on pourrait même imaginer. Hier, on était en conférence avec quelques camarades américains qui, dans l'usage, ont envie de faire des choses. On voit bien que ça ne peut que augmenter la qualité de diffusion. En fait, aujourd'hui, on est sur une qualité de diffusion HD, mais on pourrait évidemment diffuser en 4K depuis un iPhone et mixer tout ça. Donc ça fait un truc qui est enfin, je trouve, moi en tout cas, dans cette industrie, d'avoir pour la première fois dans mon iPhone une sorte de car régie pour jouer à faire de la télé en fait quelque part, j'ai trouvé ça hyper stimulant, hyper excitant quoi. Tout ça pour 1 euro par jour. Exactement. J'ai pas fait le truc, mais oui, t'as raison. C'est ça. Bon. Le calendrier, c'est quoi, Jean-Marc, alors ? Alors, le calendrier, c'est dès la semaine prochaine, on va sortir une version que forcément ceux qui écoutent le blog connaissent, qui est une version test flight, donc qui sera accessible à tout le monde. Une version publique test flight qui sera accessible dans le monde entier, évidemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas test flight, tu peux expliquer ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas test flight, donc test flight, c'est on va dire une sorte de passerelle qui n'est pas l'Apple Store, donc on va pas sortir dans l'Apple Store et qui vous permet de télécharger en avant-première l'application, de la tester dans toutes ses fonctionnalités, gratuitement évidemment, et puis de nous aider à l'améliorer. Donc si vous voyez des bugs, nous on a des rapports de bugs. Si vous avez des idées, vous nous les soumettez, on les lit et on améliore le produit. Et donc là on va se faire, on va dire les mois d'été en test flight. Et puis on va sortir la version commerciale on va dire 15 septembre, c'est ce que je vise comme ce qu'on vise comme date de sortie commerciale, avec un produit totalement opérationnel qui gère le gratuit, qui gère le payant et qui peut parler à tous les téléphones de la place, leur envoyer un mail, leur demander de filmer, de récupérer la vidéo et de la diffuser et ou de l'enregistrer pour un usage ultérieur si vous le souhaitez, parce que évidemment tout est dans le cloud. Bon, au départ l'idée c'était de proposer un outil sur mobile, notamment pour les chaînes de télé et les chaînes info.
est-ce qu'on va retrouver du narrative à l'antenne de LCI ou de BFM TV? Si on fait bien le travail, enfin moi je le dis souvent et puis je cite, malheureusement c'est pas un événement qui est drôle, mais au moins il n'y a pas eu de victime. Mais si narrative avait existé pendant l'incendie de Notre-Dame, je pense que les chaînes de télé auraient été ravies de la voir et de les solliciter. Oui, absolument. Parce qu'on aurait pu mixer des flux en direct de plein de vous auriez pu touristes vous auriez pu demander plutôt que c'est toujours pareil. Après mais il y a des événements dont vous pouvez être témoin. Ils peuvent être heureux, ils peuvent être malheureux. Enfin voilà, peu importe l'actualité. Ça peut évidemment. Il y a aussi les sujets sur les manifestations pour le climat, pour les gilets jaunes. Enfin, il y a 1000 usages en fait. Si vous prenez n'importe quel angle de passion que vous avez ou de sujet qui vous intéresse, et que vous vous dites que vous pouvez solliciter n'importe quel téléphone dans le monde, où qu'il soit, parce qu'il y a une zone à un moment donné que vous avez envie soit de récupérer la vidéo, soit de la filmer, soit vous-même de la filmer et de la proposer à d'autres, je suis absolument convaincu qu'effectivement, si Narrative avait existé et qu'on avait bien fait le boulot, qu'on avait été implémenté, certainement qu'on aurait trouvé un moyen de mettre à disposition les images qui nous parvenaient du live, tout en certifiant l'endroit où la personne était pour filmer, parce que des fois on peut arriver à se faire fourguer des images qui sont pas forcément les bonnes non plus. Donc en info c'est important de savoir d'où sont filmées les images et d'être capable de le certifier. Comment vous certifiez? Aujourd'hui c'est pas du tout pour nous, c'est pas du tout un axe de développement. Nous, ce qu'on est aujourd'hui, le sujet sur lequel on réfléchit, nous, c'est de dire, est-ce que notre outil il est bien conçu pour les créateurs de contenu, quel qu'il soit. Évidemment qu'on a la demande de professionnels, forcément, parce que c'est un outil qui est tellement pas cher en fait que vous posez la question d'envoyer les gens. Voilà, si vous avez aujourd'hui, vous voulez filmer le port de La Ciotat, peu importe ce qui s'y passe. Vous pouvez dire, s'il y a quelqu'un qui est sur place, il filme, il met ses images à disposition, et voilà. Mais ça, c'est évidemment des choses auxquelles on peut réfléchir un peu plus tard. On nous sollicite sur des sujets, mais on a vraiment envie de rester focus sur notre objectif principal, qui est de satisfaire les créateurs de contenu. Le B2B, j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait qu'on va, voilà, il faut juste le faire dans le bon tempo, avec le bon produit et la bonne verticale. Mais on n'a pas envie de se disperser pour le moment. On est vraiment focus sur le B2C parce que c'est là où, me semble-t-il, il y a beaucoup de valeur à ajouter. Sur le professionnel, il y a plein de gens qui font des choses intéressantes, certes plus onéreuses, certes moins accessibles. Mais bon, le marché ne cherche pas non plus complètement les économies aujourd'hui, donc, même si voilà. Bon, et puis j'imagine que vous allez chercher de l'argent, Jean-Marc. Alors, ça oui, on en a cherché, on en a trouvé, et normalement on devrait discloser un petit peu tout ça au moment de notre sortie commerciale, mais la boîte est financée, tout va bien, on va pouvoir se lancer sereinement, avec ambition, évidemment en restant raisonnable, mais avec l'ambition qu'on a envie d'amener dans ce projet-là. Donc moi en tout cas c'est ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire de pas être en perpétuelle quête et recherche d'argent, mais se donner les conditions, on va dire, qui permettent de lancer sereinement à l'échelle internationale et de voir comment réagit le marché. Et puis évidemment de bouger et d'être agile parce qu'on est en mode start-up, on est très très peu nombreux, mais je pense talentueux en tout cas pour ceux qui développent la plateforme. Et on va recruter. Ça nous permet évidemment de recruter, de densifier et de se déployer très rapidement dans des bonnes conditions. Donc ça c'est fait, mais on reviendra peut-être dans les détails de ces sujets-là au moment où on lance, avec peut-être d'autres news, qui sait, en septembre, quelques jours avant le lancement. Merci beaucoup Jean-Marc Denoal. On a hâte de tester nous à iWeek. Vous allez recevoir le test flight, donc avec grand plaisir, et puis évidemment tous les retours seront utiles et nécessaires pour nous pour progresser. Super. Et puis on est plutôt bien pour vos tests parce qu'on est éclaté entre Paris, Cannes, Nice, Vannes, Pau et bientôt San Francisco. Donc tu vois. Génial. Ça fera un beau direct multicam. On reprendra un moment tout à l'heure, Jean-Marc, pour le plaisir, pour revenir sur l'aventure Molotov et notamment sur les coulisses du coup de cœur d'Apple pour l'appli Molotov sur Apple TV. C'était il y a 5 ans.
on n'a pas oublié. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine. On en a beaucoup traité dans i5 depuis quelques jours. Tu voulais quand même qu'on revienne sur les rumeurs autour de l'iPad mini. Oui, parce que tu sais que l'iPad mini 6e génération, qui est le produit que François et moi attendons pour notre Noël depuis presque Noël dernier, mais qu'on n'a toujours pas vu. On a encore eu des rumeurs cette semaine, et cette fois-ci, ça se précise un peu, puisque comme souvent, ce sont les fabricants de coques et les fabricants de vitres de protection qui commencent à présenter des produits en disant c'est pour le prochain iPad. Ah bon? Et on a vu des photos de coques, et on a vu des photos en particulier de films de protection qui sembleraient donc montrer, si c'est vrai, puisque ce sont des photos, que cet iPad serait un iPad bord à bord, donc qui du coup passerait de 7 pouces 9 à 8 pouces 4, tout en gardant la même taille. Et donc, d'après ce qu'on a compris, le bouton contiendrait Touch ID comme l'iPad Air 4e génération, qui a connu un énorme succès. Donc en fait, l'iPad mini 6 serait une sorte de mini iPad Air, puisqu'en plus on reprendrait le processeur A14. Donc là, franchement, avec tout ce qu'on a dit sur ce produit, il y a deux choses qu'on ne sait pas. Quand est-ce que ça sort et combien de couleurs il va y avoir? Parce que l'iPad Air, rappelez-vous, il y a 5 couleurs. Donc c'est les deux seules choses qu'on ne sait pas. David, toi tu es iPad Pro ou tu as d'autres devices? Non, iPad Pro. Alors là, j'ai bien sûr un MacBook Air que j'ai ressorti pour l'occasion pour enregistrer ce soir, mais sinon, moi, c'est exclusivement iPad Pro. Et puis, bien sûr, mon iPhone à côté. D'accord, donc l'iPad mini t'intéresse pas? J'en ai eu un. J'ai eu le premier modèle, je crois. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est petit quand même. C'est bien pour lire. Je trouve ça bien au niveau taille pour lire, mais après, pour créer du contenu ou pour faire quoi que ce soit dessus, c'est quand même un peu petit. Absolument, oui. Tu es déjà passé ou tu vas passer à un iPad Pro M1 ou pas encore? Pour l'instant, non, parce que moi j'ai le modèle de juste avant, le modèle de 2020. Donc je vois pas franchement l'intérêt de passer au M1 cette année. Pour l'instant, il fait totalement l'affaire, celui que j'ai. Et j'ai aucun ralentissement malgré tout ce que je fais. Donc non, peut-être la génération d'après, mais le modèle M1, je vois pas franchement l'avancée que ça m'apporterait par rapport au modèle que j'ai moi. Merci David. Bon, les mises à jour de la semaine, Ellie, pas de nouvelles significatives depuis jeudi dernier, mais quand même, les bêtas publics sont arrivés et c'est des bêtas, il y a donc des bugs dedans. Mais oui, donc il commence à y avoir des petits bugs. Alors, il y en a plusieurs, mais certains utilisateurs ont dit que le Springboard, en fait, ils disent le Finder ralentit. En fait, dans un iPad ou dans un iPhone, il n'y a pas de Finder. Ça s'appelle un Springboard, mais bon, c'est pas grave, on a compris ce qu'il voulait dire. Donc, il se bloque temporairement. Il y a eu des problèmes avec SharePlay, il y a eu des problèmes avec le live text. Des fois, il marche, des fois, il marche pas. Mais surtout, certains se sont rendus compte que, en particulier, les notes, l'application Notes, mais ce n'est pas la seule, n'est pas compatible avec les versions précédentes. Donc, vous enregistrez des notes en iOS 15 bêta, et vous ne pouvez pas les partager avec des gens qui ont iOS 14. Donc, ce qui peut poser des problèmes dans certains cas. Alors, bon, il faut faire un peu attention avec les bêtas. Donc, certains utilisateurs, et je précise tout de suite que pas nos auditeurs, car on leur dit et on leur répète, donc ils savent, se sont plaints amèrement dans les forums. Et qu'est-ce que vous voulez, moi? Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Ce sont des versions bêta. Il faut juste faire attention. Il ne faut pas installer ça sur vos machines de prod. Et puis, on sait qu'il peut y avoir des bugs. C'est pour ça que ce sont des bêtas. C'est pour que les gens trouvent les bugs et qu'ils les reportent à Apple pour qu'ils puissent les corriger. Sinon, la version serait sortie. Donc, bon, c'est bien de se plaindre, mais en même temps, vous le saviez. Donc, bon, voilà. Un peu de sérénité. Bon, et puis Ellie, la semaine dernière, tu nous avais parlé des nouveautés Wahoo de macOS 12 Monterey, et cette semaine, tu as flashé sur les nouveautés Wahoo, cette fois d'iOS 15. Oui, parce que en fait, on l'a tous un tout petit peu utilisé, cette bêta, et il y avait des choses qui ont été montrées par Apple et des choses qui n'ont pas forcément montré ou qui sont passées très très vite. Alors, on a fait une petite compilation rapide.
pour ceux qui ne l'ont pas vu, la première fois que vous démarrez une machine en iOS 15, vous avez le petit bonjour ou hello comme sur les iMac M1. C'est joli, vous ne le voyez qu'une fois. Donc prenez-le en photo parce qu'après c'est fini. C'est juste pour vous dire bonjour la première fois. Dans les autres petites nouveautés, on peut maintenant, vous êtes dans une application genre Notes ou Pages par exemple, si vous cliquez dessus, vous avez une nouvelle option qui vous dit texte à partir de la caméra. C'est une option. Donc, et si c'est le cas, ça met en marche la caméra de l'iPhone. Et si vous avez un document devant vous, il va le prendre en photo et vous le copiez en texte en faisant de l'OCR dans votre document. C'est juste incroyable. Donc, c'est du live text dans n'importe quelle appli en appuyant sur l'écran. Donc ça marche super bien. Je passe très vite sur les nouveaux Memoji. Bon, c'est pas mon truc à moi, mais il y en a des nouveaux avec plein de nouvelles options de coiffure, de tout ce qu'on veut. Bon, bref. Beaucoup de choses dans FaceTime qu'on avait déjà vu, comme le portrait mode, ça on avait vu dans la keynote. Un nouveau truc, c'est que vous pouvez zoomer, et ça, il ne l'avait pas montré. C'est un peu comme ce que tu fais, toi, quand on démarre l'enregistrement vidéo et que tu peux zoomer pour mieux cadrer. Et ben, dans une conversation FaceTime, maintenant, tu peux zoomer sur un participant ou sur toi-même de façon à être bien cadré pour que les gens te voient comme tu le voudrais. Donc ça, c'est sympa. Et puis, il y a un partage d'écran qui va faire des envieux, parce que pour l'instant, on passe tous par TeamViewer ou des choses comme ça. Et bien là, quand vous avez besoin de faire du support technique pour votre maman, par exemple, mais vous allez pouvoir faire un partage d'écran simplement en l'appelant sur FaceTime, en disant « Attends, partage ton écran, je vais te le régler ». C'est génial, c'est intégré, c'est gratuit. Donc ça, c'est super. Juste un petit truc qui, moi, m'a complètement fait flipper, c'est la façon dont on fait le drag and drop. Alors, je vous explique, parce que c'est de l'audio, et là, j'ai pas d'image. Vous allez dans Photos, vous prenez une photo, vous la faites glisser avec votre main droite vers le bas de l'écran, donc elle sort de photo, et là, avec votre main gauche, vous cliquez sur 1, 2, 3, 4, 5 photos et automatiquement, magiquement, elles viennent se créer dans une sorte de pile sous votre main droite qui n'a pas bougé. Là, du coup, avec votre main gauche, vous pouvez glisser vers le haut pour revenir sur le Springboard, lancer une autre application du style Mail. Là, ces photos qui sont empilées vous suivent, vous les posez sur le mail et voici que ces 5 photos sont automatiquement drag-droppées de votre application photo sur mail. C'est juste magique, quoi. C'est d'une facilité incroyable. Et puis, après, il y a le live text. Ils ont fait des démonstrations. J'ai vu une vidéo aux États-Unis. Un mec, il met un t-shirt froissé. D'accord ? Donc, il se prend en photo. Il fait live text. Et le truc, ça lui recopie le contenu du t-shirt alors qu'il était complètement froissé, etc. C'est vraiment surprenant comme ça marche bien. Et puis voilà, c'était mes petites nouveautés waouh. iOS 15, testez-les, vous allez voir. Il y en a quelques autres, mais je ne voulais pas vous les sortir toutes parce que sinon on allait y passer la nuit. Le dîner d'Eli. Tu nous as promis, Eli, un dîner aux couleurs de l'été et donc un dîner léger. Oui, donc j'ai fait sauter l'entrée. Parce que je sais que vous sortez tous de votre apéro préféré, que vous savez que la recette d'un apéro du mois de juillet, bon vin ou un bon prosecco pour ceux qui aiment ça, ou d'autres choses. Et puis n'oubliez pas les bases, les chips, les olives. Désolé. Donc, ok. Bon, donc apéro et on passe donc direct au plat en fait. Oui. Et donc, comme c'est l'été que vous avez tous envie de voyager, donc pour le plat de résistance, en fait, je vous emmène passer des vacances de rêve avec les grands de ce monde, en allant, pour ceux qui ne connaissent pas, à Sun Valley. Ah oui. Et oui, car à Sun Valley, il se passe des choses étonnantes. Donc, il y a en fait une réunion des grands de ce monde, en particulier, ils sont quasiment tous américains cette fois-ci. Ils se réunissent une petite semaine à Sun Valley sur invitation uniquement. Et donc, dans l'édition de cette année, puisque l'an dernier, elle a été annulée, on a des personnes dont vous avez vaguement entendu parler, comme Tim Cook, qui va être là. Ah ouais. Comme un certain comme l'an Marc... dernier. Oui, l'an dernier, c'était virtuel, mais il y a 2 ans. Ouais, mais souviens-toi, c'est là que sa participation à Vivatech
c'était négocié, c'était joué entre Maurice Lévy et lui. Oui, absolument. Je pense qu'il y sera encore cette année. Hein. Ben oui. Donc, il y a d'autres personnes sympas, comme par exemple un certain Mark Zuckerberg. Il va être là. Oui. Oui, il a dit qu'il serait là. Voilà, c'est une petite réunion entre grands de ce monde qui vont se dire plein de choses. Eddie Q avait été à la dernière, à la précédente. Et en fait, il cherchait justement des clients pour son nouveau service Apple TV+. Donc, tu vois, déjà, il cherchait... Parce qu'il y a évidemment tous les grands noms d'Hollywood. Enfin, c'est vraiment sur invitation. Hein. Donc, nous, on aurait peut-être aimé aller pour faire quelques interviews, mais on n'est pas encore assez connus. Hein. Mais bon, on aurait aimé. ou pas encore assez riche, surtout, parce qu'on dit que c'est une colonie de vacances pour milliardaires. Oui, je crois qu'ils arrivent tous en jet privé, hein, sinon ils ne te laissent pas rentrer. C'est la seule façon de rentrer, tu te poses avec un hélicoptère ou un jet privé, sinon, no way. Si vous entendez du bruit, ce sont mes milliardaires de voisins du dessus qui déplacent leurs meubles. Je vous demande de les excuser. Bon, on passe au dessert alors ? Oui. Et oui, alors le dessert, vous allez voir, c'est assez rigolo parce qu'en fait, comme on est dans les voyages, hein, pour ceux qui ne peuvent pas voyager, je vous propose ce soir d'organiser une pyjama party. Et vous connaissez tous le concept de pyjama party, bien sûr. Ce sont des sortes de soirées popularisées par les films américains où des ados se réunissent en pyjama pour faire la teuf. Benjamin, toi qui as des ados, tu sais de quoi je parle. Donc, évidemment. Et oui. Et donc, mais non, pas du tout, parce que c'est pas de ça que je vous parle. Ah bon. C'est une pyjama party un peu spéciale, car en fait, certains fournisseurs d'Apple au Vietnam, qui en ce moment ont des contrats draconiens pour la production d'un certain iPhone 13, ont trouvé la parade parce qu'ils craignaient que, justement, avec la belle saison, les gens sortent, se contaminent, qu'ils viennent pas bosser, et que du coup, bon, voilà. Et donc, ils ont trouvé la parade et ils organisent des sleepovers. Donc, sleepover, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous rappelle la base. Where is the Brian? The Brian is in the kitchen, je vous rappelle. Donc, ça veut dire aller dormir chez quelqu'un, un sleepover. Donc, ces fournisseurs, comme des sociétés très très connues, hein, Bac Ninh et Bac Jiang, deux sociétés majeures, mais sont des sous-traitants d'Apple. Hein. Donc, ont organisé des sortes de dortoirs géants qui accueille quand même 150 000 employés. Donc, si ça, c'est pas une pyjama party, alors là... Ah ouais. Donc, ouais. Et donc... c'est pas très Covid, ça, si ? Si, parce qu'ils les testent. Hein. Donc, comme ils sont là-bas chez eux, c'est avant d'aller se coucher, tiens, PCR, viens par ici. Donc, et en fait, mais les conditions sont très spéciales. J'ai vu des photos, hein. Il y a des sortes de dortoirs dans des hangars avec des sommiers métalliques et des matelas en jute, hein. C'est même pas des matelas, quoi. Donc, et ils dorment là-bas. Et même les petites sociétés accueillent 25 000 employés, hein. Tu vois, ça, c'est les toutes petites. Hein. Donc, et ce sont tous des fournisseurs. Alors, c'est une histoire qui commence à faire jaser aux États-Unis. Hein. Donc, du coup, on sait pas... C'est des dortoirs pour employés, c'est pas du tout des... Oui, alors là, eux, ils disent oui, mais c'est pour éviter qu'ils tombent malades. Ah ouais, quand même. Donc, c'est pas simple. Hein. Et donc, le plus drôle dans cette histoire, hein, on fait le lien avec un sujet dont on a beaucoup parlé dans i5 et aussi dans iWeek, c'est que d'un côté, dans l'univers Apple, vous avez des employés qui sont surpayés et qui font de la fine bouche pour aller au bureau. Tout simplement au bureau. Ce sont des bureaux de luxe, hein, l'Apple Park, d'autres bureaux comme ça. Et de l'autre côté du monde, vous avez des sociétés qui emploient des pauvres gars qui, eux, la seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir rentrer chez eux et ils peuvent pas. Là, c'est pas je veux pas aller bosser, c'est je voudrais rentrer chez moi. No way. Donc, voilà ma petite conclusion. C'est du coup, je vous mets une petite verveine et un test PCR avant d'aller vous coucher. Allez, c'est moi qui vous l'offre. Il est avec nous, c'est Jean-Marc Denoal, l'un des hommes à l'origine de Molotov, cette appli qui avait fait la une lors d'une keynote il y a 5 ans. Jean-Marc, pour le plaisir, même si tu n'es plus Molotov aujourd'hui,
peut-être qu'à prescription, peut-être qu'on peut lever un petit coin du voile sur la manière dont ça s'était passé. On avait tous été à la fois hyper fiers et hyper surpris de découvrir Molotov sur la scène d'une keynote Apple avec Eddy Cue qui ne tarissait pas d'éloges sur vous. Ouais. Bah écoute, probablement un de mes plus beaux souvenirs professionnels, à la fois sur la façon dont ça s'est fait, dont ça avait consacré et levé le voile d'un projet qui était tenu pas forcément secret, mais dont personne n'avait vraiment vu à quoi ça ressemblait en fait. Donc tout le monde savait qu'on allait lancer quelque chose, on l'avait annoncé. Mais personne n'avait vraiment vu le produit, sauf évidemment nos amis d'Apple. Et moi, je me rappellerai, je pense très très longtemps de cette, parce que moi j'étais resté à Paris, Jean-David était parti. Et Jean-David, c'est Jean-David Blanc. Jean-David Blanc, absolument. Qui est le fondateur aussi d'Allociné. Hein. Ouais. Et on était resté avec l'équipe et bon, voilà, avec le décalage horaire, on avait fait un apéritif absolument dingue et on voyait l'équipe qui avait vraiment bossé jour et nuit depuis maintenant plusieurs semaines pour sortir ce produit et qui a continué aussi après pour sortir la plateforme commerciale. Enfin, c'était un souvenir extraordinaire quoi, pour tous ces jeunes gamins. Et pour nous tous, enfin, c'était vraiment une énorme fierté et ouais, ça avait bien boosté le marché, on peut le dire comme ça. Alors, comment est-ce que Molotov s'est retrouvé comme ça, mis en avant par Eddy Cue lors d'une keynote de la WDC? Écoute, est-ce que c'était un objectif pour vous dès le départ ou est-ce que c'est venu un peu au fil de l'eau et comment ça s'est passé? Alors, ça peut pas être un objectif parce que si vous fixez ça comme objectif, vous avez 99 chances sur 100 d'être déçu. Donc c'était pas un objectif. On lance pas un projet pour être feature Apple ou même pour monter parce que c'était complètement inconcevable. Après on a eu c'est un produit qui dans notre positionnement, dans la manière dont on racontait l'histoire, je pense que les gens, les professionnels du secteur comprenaient qu'on avait ambitionné, qu'on avait une équipe assez solide, on avait levé pas mal d'argent, donc on a pris le temps de développer le produit. Donc dans cette industrie, tout le monde se connaît, on suit les projets, on se regarde, on avance. Donc nous, on n'a jamais voulu montrer le produit. On le montrait à très très peu de personnes. Oui, il y avait un vrai secret presque à la Apple. Autour du produit. Absolument. Donc ça voilà, ça on avait un petit peu, parce qu'on aime bien montrer les choses quand elles marchent à peu près. Et puis surtout, ça servait à rien de montrer des choses qui nous semblaient nous appartenir, on va dire. Et en fait, il y a eu aussi un mouvement d'Apple sur Apple TV à ce moment-là, qui était l'annonce de l'ouverture du store en fait sur Apple TV, qui était pas encore acté, et donc ça arrivait avec une nouvelle version d'Apple TV, et là on s'est dit et vous le saviez ça? Non, on avait eu, mais c'était un bruit public, hein, c'est pas, ils n'ont pas fait du tout d'indiscrétion, hein, c'est pas, mais on avait entendu dire, alors c'est toujours pareil, c'est entre la rumeur et compagnie, mais que finalement avec une nouvelle version d'Apple TV arriverait le store. Et avec là évidemment l'arrivée du store, fondamentalement là où vous étiez obligé de passer par une sorte de référencement wall garden à l'ancienne en fait, comme avant sur les portails d'opérateurs, d'arriver sur une Apple TV, pour nous qui n'avions pas de box, et vous savez ce que c'est sur le marché français quand on n'a pas de box télé, on n'avait pas de box nous, hein. Nous on est arrivé en OTT, donc on s'est dit mais c'est une super opportunité en fait, donc s'il y a un store qui sort, on va développer l'appli Apple TV et puis on va voir ce que ça donne. Bon, donc on a commencé à avoir les SDK, on a commencé à les sortir, voilà. Quelques talents de développeurs dont on disposait se sont mis à la tâche. Et puis quand on était à peu près prêt, moi j'ai appelé Michel Suter, que tout le monde connaît dans le secteur. Un ancien qui oui, il nous écoute. Voilà. Je lui ai dit, écoute, on a un truc, on peut te montrer quelque chose. Voilà, on a fait quelque chose sur l'Apple TV. Si ça te dit, tu peux venir le voir. On avait montré évidemment à personne. Alors avec Apple, c'est pas la peine il gère tellement bien le secret, la confidentialité, que c'est pas la peine de signer des clauses de confidentialité. Donc on monte le produit.
Et je vais pas te dire qu'on a compris qu'on avait touché quelque chose, mais on a senti qu'il y avait un intérêt. Et puis voilà. Et puis donc après ça s'est enchaîné assez vite en fait, hein, parce que on l'avait montré, on va dire premier trimestre. Ça s'est enchaîné très très vite. On a eu des visites complémentaires, des échanges complémentaires. On a montré le produit. D'Apple, l'équipe d'Apple, tu veux dire. Ouais, absolument. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipes américaines qui sont venues vous voir? Oui. Alors, est-ce qu'elles sont venues pour nous? Est-ce qu'elles étaient dans un tour européen et puis elles ont fait un détour par Paris et par la rue de la Borde dans laquelle on était? Voilà, je sais pas. Et puis finalement, Elles venaient faire leur marché pour la keynote? Probablement parce qu'il y avait une grosse annonce d'Apple autour de l'Apple TV. Et quelque part, ils avaient aussi envie d'illustrer ce que le store pouvait amener ou la façon dont on pouvait aborder. Parce que quand vous sortez une Apple TV et que vous n'avez pas la télé, il y a un truc quoi et aujourd'hui, on était les seuls en Europe à pouvoir le faire. Aujourd'hui, on était les seuls en Europe à l'avoir fait, à l'avoir réalisé, à avoir signé l'ensemble des chaînes et objectivement d'avoir le meilleur produit télé qui existait sur le marché, à la fois dans les fonctionnalités, enfin dans tout quoi, dans l'interface, dans les fonctionnalités. Et je pense que ça reste encore pas loin d'être le meilleur marché, le meilleur produit d'accès à la télé, même si MyCanal a fait d'énormes progrès depuis. Mais du coup en fait, c'était un match parfait parce qu'il sortait un nouveau produit. Il racontait une nouvelle histoire sur l'Apple TV et nous on avait l'offre qui l'illustrait en fait. Alors c'était un petit pays, c'était la France, mais ça servait tellement, enfin voilà, donc c'était un match parfait. Je pense qu'ils l'ont compris et nous on était hyper ravis. Et du coup après ça s'enchaîne assez rapidement. Donc on a des intérêts, ils comprennent, ils voient et puis derrière, on vous dit Comment tu sais? C'est pas impossible que vous soyez, c'est pas impossible qu'on parle de vous. Mais voilà, après il y a des clauses de secret qui entourent tout ça et sur lesquelles vous n'avez pas forcément la possibilité d'en parler. C'est très secret, c'est très rapide, c'est très professionnel évidemment. Et ça se passe super bien. Est-ce que vous êtes associé aux préparatifs? À quel moment est-ce que vous êtes sûr que ça va avoir lieu? En fait, t'as jamais vraiment l'assurance que ça va avoir lieu. Tu sais que t'es shortlisté, tu sais que ça peut se passer, tu sais que s'il y a le moindre leak, ça se passera pas. Après, comme tu fournis des visuels, parce qu'à un moment donné, il faut quand même fournir les visuels du produit, donc les équipes travaillent. Dans tous les cas, on travaille comme si on allait y aller. Mais en fait, tu sais pas. Donc, toi, on avait commandé les pizzas et la bière pour la soirée à Paris avec toute l'équipe de développement, mais on aurait pu ne pas être, on savait pas. Et du coup, quand tu vois ton écran, ton produit, c'est super quoi. C'est un super moment. Ça doit être incroyable. François, tu as une question pour Jean-Marc? Bah oui, parce qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, l'application avait été présentée lors d'une WWDC, alors c'était en 2016, hein, avec Eddy Cue sur scène. Est-ce que ça a eu un impact d'être présenté comme ça, une keynote? On sait que souvent, quand même, les développeurs d'applications, même les développeurs de produits, dès que c'est cité sur une keynote, ça fait quand même un petit effet waouh, ça permet quand même, c'est un gros coup de boost. Hein. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, au niveau de l'application? Est-ce qu'il y a eu des retombées, des contacts de l'étranger, etc. Ou est-ce que finalement, c'est juste un coup de boost juste auprès des geeks et des gens qui sont férus d'Apple et sur le grand public, ça n'a aucun impact? Alors, en fait, ça a été d'une puissance incroyable. En fait, c'est là qu'on se rend compte de la puissance de cette marque, de ce qu'elle inspire dans le monde, de pouvoir monter sur la scène d'Apple. En fait, quelque part, ça valide énormément de choses. Ça valide votre produit, ça valide la vision, ça valide votre modernité, ça valide... Et donc, c'est tellement, du coup, d'autres investisseurs arrivent, s'intéressent à vous, ça c'est sur l'aspect institutionnel corporate. Sur le produit, sur le marché, je pense que ça a mis une claque à tout le monde parce que c'était la première fois qu'un produit était featuré, présenté comme ça sur français chez Apple, et en plus ça venait d'un produit qui n'était même pas sorti commercialement. Donc imaginez dans les états-majors de Canal, d'Orange ou voilà,
quand ils n'avaient pas vu le produit, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas analysé sur le marché? Et puis en plus, Apple nous a fait l'honneur et vraiment de remettre le couvert là dans une session plus parisienne, dans lequel on avait de nouveau l'état-major d'Apple avec l'ensemble de la presse française et européenne un peu plus tard, quelques jours avant notre sortie publique. Donc c'était à l'été, c'était en juillet. Et voilà, en fait c'est une puissance. Vous avez le tampon et vous êtes validé par une des plus grandes entreprises et les plus belles entreprises au monde, qui à la fois allie la modernité, la rentabilité, l'innovation. Enfin voilà, d'un seul coup, vous avez tous ces codes-là qui vous sont attribués. Pour le coup, je pense, sans fausse modestie, à juste titre concernant le produit Molotov, parce qu'on a vraiment mis un coup de modernité sur cette distribution de télévision. Ouais, c'est un accélérateur de particules. Hein, c'est incroyable. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour merci à vous. Ces coulisses. Merci à vous. C'est chouette de revivre ces grands moments avec toi. Merci beaucoup. Je sais pas si tu parlais d'Apple Watch tout à l'heure à propos de narratif. Je sais pas si tu en as une d'Apple Watch, Jean-Marc. Non, pas encore. Mais je vais en acheter une parce qu'il va falloir qu'on teste des choses. D'accord, on en reparlera donc. Et quand tu auras ton Apple Watch, tu pourras suivre le tuto auquel on va avoir droit avec David, qui te permettra d'intégrer ton pass sanitaire sur ton Apple Watch pour passer plus facilement les frontières notamment, ou entrer dans des stades. Top. Je vais regarder ça. Allez, c'est l'heure du tuto audio, à tout de suite. Du QR code sur feuille A4 à l'Apple Watch, comment intégrer le pass sanitaire dans votre wallet ? David Saez, tu es toujours avec nous, c'est très sympa d'être là dans eWeek. Tu as publié sur ton blog ce tuto il y a quelques jours. Alors plutôt que de le faire moi-même, je t'ai proposé de venir le partager avec nous tous en audio. Et tu as accepté, et les milliers d'auditeurs d'iWeek, la semaine Apple le podcast, vont pouvoir en profiter. Alors c'est vrai que c'est pas très compliqué, mais il faut juste savoir le faire. D'abord, raconte-nous, c'est quoi l'intérêt de cette manip, David ? L'intérêt, il est assez simple. C'est que je pense, comme le disait Ellie, pas mal de gens ont le QR code dans l'application Tous Anti-Covid. Le problème, c'est que l'application Tous Anti-Covid, si la plupart des gens sont comme moi, elle est reliée dans la bibliothèque d'app, elle est jamais dans nos pages d'accueil. Donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'accessibilité au QR code. Alors que je pense que le wallet, tout le monde l'a au moins sur sa première ou sa deuxième page pour avoir les cartes bancaires. Donc c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès. Et puis le wallet, il est entre guillemets connecté aussi à son Apple Watch si on en a une. Ouais, c'est vrai que ça c'est un bon point. C'est que on peut aussi l'avoir sur l'Apple Watch en la mettant directement sur le wallet. Ouais. Alors qu'est-ce que ça suppose d'intégrer son pass sanitaire dans son wallet ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors il faut au final pas grand chose pour insérer juste le QR code dans l'application wallet. Il faut au minimum ou le papier qu'on a quand on se fait vacciner, c'est-à-dire la feuille A4, ou alors une version PDF, c'est-à-dire que si vous avez eu la feuille A4 quand vous êtes fait vacciner, que vous l'avez scanné et que vous l'avez mis, je sais pas, dans l'application fichier, même cette version PDF suffira pour la rentrer dans l'application wallet. Alors, comment on fait ? Voilà, c'est maintenant qu'on prend notre iPhone et que on t'écoute. Alors, c'est assez simple au final. Je vais le faire en même temps. C'est assez simple au final. Donc, il faut avoir ou l'application ou le papier, la feuille A4, ou alors avoir le format PDF. Il faut se rendre sur une adresse web. En fait, c'est une web app qui permet de faire ça. Alors, je dis tout de suite l'URL de la web app a été choisi bizarrement, je trouve. L'URL c'est covidpass.marvinsextro.de. Alors, COVID. Attends. COVID. PA2S. Ouais. Point Marvin, MARVIN, Sextro, SEXTRO, .de. C'est bizarre. Et donc c'est là, bizarre, normalement, Sextro, non ?
Ouais, c'est Sextro. Ouais, je sais pas pourquoi l'URL a été choisi comme ça. Et donc là, normalement, en rentrant cette URL, vous arrivez sur une web app qui s'appelle Covid Pass. Alors, Sextro, c'est quoi le suffixe à la fin? .de. 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 Il est en Allemagne. Par contre, moi, il me dit pas trouvé, mais je pense que j'ai dû rater le début. Covid Pass. Covid Pass. Pourquoi j'ai... Ouais, covidpass.marvinsextro.de. Après, on arrive sur la web app, en fait, ce qui est une simple web app. Et il y a vraiment pas grand chose à faire pour la passer sur l'application Wallet. En arrivant sur la web app, il vous demande juste d'aller chercher le fichier, en fait. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et donc, juste en dessous, il marque Select Certificat. Donc, il faut aller chercher soit le fichier enregistré en PDF, soit on peut utiliser la caméra de l'iPhone pour aller directement flasher le QR code qu'il y a sur la feuille A4. D'accord. Moi, je l'ai téléchargé et là, il me dit choisis une couleur. Voilà. Alors ça, la couleur, c'est juste une question de beauté sur l'application Wallet. C'est juste pour en fait mettre la couleur de la carte qui sera dans l'application Wallet. Donc je sais plus combien une couleur il y a, mais moi j'ai choisi une couleur au hasard. Et en fait, c'est le ticket dans l'application Wallet sera de cette couleur-là. Ok. Et juste quand même une question sur ce serveur, c'est safe de passer par ce serveur dont on connaît rien? Alors, c'est ce que j'avais mis dans mon article. C'est sûr que c'est une web app, donc c'est toujours moins safe. C'est peut-être pour ça aussi qu'Apple ne l'autorise pas au départ. Après, comme je l'ai mis dans l'article, on peut totalement verrouiller l'application Wallet. C'est possible à partir des réglages de l'iPhone, on peut aller dans Réglages, Face ID, Wallet et verrouiller en fait l'application Wallet, ce qui rajoute une petite couche de sécurité au fait d'avoir le pass dans le Wallet. On peut pas intégrer le pass directement sans passer par ce serveur externe? Non, Apple pour l'instant l'autorise pas. Donc on est obligé de passer par cette web app pour le faire, ou alors de la laisser dans l'application Tous Anti-Covid. D'accord. Et donc ça marche. Voilà, et après il y a plus qu'à accepter les policies et puis à l'ajouter à Wallet et directement elle se retrouve dans Wallet et elle se retrouve aussi sur la montre avec les cartes bancaires, avec tout le reste de nos cartes disponibles dans Wallet. Tu l'as fait, Ellie, donc, toi? Oui, et ça marche et sur l'iPhone et sur l'Apple Watch. Mais toi qui es quand même assez prudent, là, t'as pas été freiné par le fait de passer par ce site moi qui m'inspire pas trop confiance. Pardon, David, mais la question c'est qu'est-ce qu'on risque? Bah c'est ça, c'est ce que je me suis dit aussi moi. Au final, on risque pas forcément grand-chose parce que pour aller hacker le wallet, il faudrait passer par les serveurs d'Apple, ce qui ça me semble difficile. Après est-ce que l'application web garde des traces de ce qu'on fait? Je sais pas. Alors, la seule chose qui pourrait être problématique, c'est s'ils gardaient ce QR code et qu'ils s'en servaient pour, je sais pas, faire des faux QR codes de vaccination. Mais il faudrait modifier le QR code pour le faire. Hein. C'est ça. Mais parce que on a bien dit qu'il fallait pas, il n'était pas du tout recommandé, par exemple, de se prendre en photo avec son QR code et de le mettre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà, c'est. De toute façon, c'est moins sécurisé que l'application Covid Pass. Après, c'est juste une facilité pour l'avoir dans l'application Wallet plutôt que de l'avoir dans l'application Tous Anti-Covid. Mais c'est sûr qu'il y a une couche de sécurité en moins, forcément. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un moyen simple. Si vous voulez avoir votre pass sur votre watch, ou en tout cas l'avoir dans le wallet et en dehors de l'appli Tous Anti-Covid, voilà le moyen simple que tu proposes sur ton blog, David. Tu nous disais, c'est un blog qui te permet de raconter les multi-usages de ton iPad Pro. Alors, c'est un blog qui parle essentiellement d'Apple, même pratiquement que d'Apple, parce que c'est vrai que je suis quand même assez fan de la marque depuis de longues années. Et c'est vrai que quand je suis passé sur l'iPad Pro il y a 5 ans, en français, il y avait peu de contenu
qui parlait de l'utilisation d'un iPad comme machine principale, comme machine de production. Il y en avait énormément en anglais. On en connaît tous des Federico Vitici ou qui utilisent l'iPad au quotidien pour faire des tas de choses. Mais c'est vrai qu'en français, ça se voit beaucoup moins. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans et d'essayer tous les petits trucs que je trouve sur l'iPad ou les petits tips ou les utilisations que j'en ai, de les raconter soit dans le blog, soit dans le podcast. Tu vas avoir un nouvel abonné, si ce n'est déjà fait, c'est Jean-Christophe, qui est notre utilisateur extrême d'iPad Pro et qui va certainement se précipiter pour voir s'il y a des choses qu'il ne sait pas déjà. Donc on va rappeler l'adresse de ton blog, David. Ouais, www.c'estpourmapomme.blog, tout attaché. Voilà, c'est facile, c'estpourmapomme.blog. Merci encore d'avoir officié sur le tuto audio cette semaine, c'était très sympa. De rien. Ma maison connectée, c'est le rendez-vous domotique à la sauce HomeKit avec toi, François, chaque semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Bon, tu nous avais fait envie la semaine dernière, ce fameux produit Meros que tu voulais tester de manière approfondie, il est là. Et oui, je l'ai testé de manière approfondie. Alors, Meros, c'est une marque qu'on a déjà évoquée. Alors, c'était Ellie qui nous en avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec son petit capteur, son petit module pour ouvrir sa porte de garage de manière automatique. Et il nous avait dit que la marque Meros, c'était une marque vraiment très bien. Alors, c'est vrai qu'elle est surtout connue pour ses produits qui sont à relativement bas coût. Sur Amazon en particulier, il y a des promotions très très régulièrement. Alors je vous invite à guetter ça parce que voilà, là je vous en parlerai tout à l'heure, mais la petite veilleuse, le prix affiché sur Amazon, vous avez moyen de la toucher à moitié prix assez souvent. Donc il faut vraiment guetter les promos, éviter de les acheter au prix maximum, parce que je pense que vous vous ferez avoir sans doute. Donc on a parlé du module pour les portes de garage, il y a aussi des prises connectées, ils ont des bandeaux d'éclairage. Ruban LED, ils ont plein de choses. Et moi, ce que je voulais vous tester aujourd'hui, c'était une petite veilleuse. Alors, ils appellent ça lampe de chevet. Alors, oui, maintenant, c'est vrai que l'intensité lumineuse, on va le voir tout à l'heure, est quand même assez faible. Donc, moi, je le vois plutôt comme une veilleuse. Quand je l'ai acheté il y a 3 semaines, je l'avais payé 23 €. À la base, elle était affichée à 35 € sur Amazon. Donc, je me disais 23, c'est une belle promotion. Et puis en ce moment, si vous l'achetez sur Amazon, c'est mal d'acheter sur Amazon, mais c'est pas grave. Vous avez même un coupon de 50%. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, elle est à 17 €. Donc 17 € pour une petite lampe de chevet veilleuse connectée compatible HomeKit, c'est quand même imbattable, je trouve. L'avantage en plus, c'est que vous la recevrez assez rapidement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les produits Meros, j'en avais jamais testé. Ellie nous en avait dit du bien, je voulais me faire mon avis par moi-même. Et puis aussi de la comparer avec une autre ampoule, une autre lampe que j'utilise moi en lampe de chevet, qui est la Yugo. Alors pour ceux qui ont la version à l'image, je vais vous montrer d'abord la Meros. Alors je rigolais tout à l'heure en disant à Benjamin que ça avait une tête de suppositoire. Ouais, c'est une petite tête de cachet d'aspirine. Et donc vous la connaissez. Gros suppositoire alors. Hein. Ouais, mais bon bref, on va pas rentrer dans les blagues salaces, sinon on va encore me critiquer sur Twitter. Et de l'autre côté, donc j'ai la version Yugo qui a à peu près la même idée en fait. C'est des petites veilleuses, lampes de chevet, etc. Vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Alors Yugo, c'est You comme Philips Hue et Go G-O. Hein. C'est ça, tout à fait. Je vous ferai un petit bilan à la fin, les plus et les moins, et pourquoi est-ce que j'aurais plutôt tendance à en prendre l'une que l'autre. Donc déjà au niveau du déballage, le packaging est plutôt classe, hein, on sent qu'ils sont clairement inspirés d'Apple, hein. C'est souvent le cas sur les produits de domotique. Dans la boîte, l'intérêt c'est que vous avez à la fois la lampe, vous avez aussi un câble USB, qui vous permet en fait de le recharger. Alors la sortie c'est pas de l'USB, hein, c'est une petite prise d'alimentation comme on connaît déjà, hein, mais l'intérêt c'est qu'elle sort en USB. Alors moi l'intérêt que je vois c'est que si par hasard vous avez un chargeur sur votre table de nuit, un multi-chargeur par exemple avec plusieurs prises USB pour recharger votre iPhone, iPad, Apple Watch, que vous voulez, du coup vous avez moyen de la brancher dessus et ça vous évite d'avoir un chargeur de plus à faire. Le packaging est plutôt sympa je trouve. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet sur l'utilisation. Est-ce qu'elle donne cette lampe de chevet, François ? Alors moi, le premier sentiment quand je l'ai ouvert, c'est que je me suis dit « Oh là là, ça fait cheap ». Le plastique, il fait vraiment bas de gamme. Je sais pas si on l'entendra au micro, mais quand on tape dessus, ça sonne vraiment creux. J'étais un peu déçu. Ça fait plastoc.
Ça fait plastoc, clairement ça fait plastoc. Donc sur la lampe, vous avez des petits voyants à l'avant, donc vous avez un voyant, pour ceux qui ont la version vidéo sur YouTube, vous le verrez, vous avez un petit voyant qui vous permet d'activer ou de désactiver le Wi-Fi. Je vois pas trop l'intérêt de le désactiver, alors sauf si vous voulez l'utiliser à la tête du lit de votre bébé de 3 mois et que vous voulez pas l'irradier avec des ondes Wi-Fi, pourquoi pas. Sinon perso je vois pas trop l'intérêt. Vous avez un petit témoin d'utilisation et vous avez le bouton en fait il vous permet aussi d'allumer ou d'éteindre. Alors moi perso je trouve ça assez moche. Les font assez plastique, donc si je devais la mettre sur ma table de nuit, j'aurais peut-être plutôt tendance à l'orienter dans l'autre sens. Surtout que le petit néon peut pourquoi pas vous déranger. Donc comme je le disais, elle prend la forme d'une petite sphère, donc ça fait à peu près 14 cm de hauteur sur 10 cm de largeur, donc c'est assez gros. Et puis voilà, le fait que ce soit USB, c'est un gros plus. Donc vous n'avez pas besoin de l'application. C'est un gros suppositoire quand même. C'est un très gros suppositoire. Ça peut faire mal. Je ne l'ai pas testé, je précise. Donc pour la rajouter dans HomeKit, donc vous n'avez pas besoin de télécharger l'application Meros. Vous pouvez directement scanner le QR code qui est très mal positionné, qui est juste en dessous à l'intérieur ici. Le problème c'est que l'étiquette elle est à angle droit, donc quand vous essayez de le scanner avec votre téléphone, vous allez voir, vous n'allez pas y arriver, ce qui est très peu malin. Mais petite astuce, je vous le rappelle, sur les codes HomeKit, vous avez 8 chiffres en fait que vous pouvez scanner directement sur l'application HomeKit. Donc quand vous faites plus, si vous n'arrivez pas à le scanner, vous pouvez rentrer le code et là directement il la repérera. Ce qui est quand même... Voilà, l'idée du code sur la lampe, je trouve ça très intelligent. Maintenant, ils auraient peut-être pu le mettre carrément sous la lampe, parce qu'au final, il y avait peut-être de la place, revoir le packaging. Alors, ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez moyen de glisser le fil, il y a une petite encoche, ça évite que le fil traîne ou que la lampe soit pas stable. Ça, c'est un gros plus. Et puis voilà, comme à chaque fois, mais bon, vous savez, je suis un pédagogue, donc je répète, n'oubliez pas de vous connecter à votre réseau en 2,4 GHz, parce qu'en 5 GHz, ça ne marchera pas. Et je me suis fait avoir comme à chaque fois. Et puis après, pour la rajouter, vous utilisez le schéma classique sur HomeKit, vous spécifiez la pièce, et c'est parti. Bon, tu voulais la comparer à la Philips Hugo. Alors, voilà, quel est le résultat de ce duel ? Ah bah c'est le duel. Point positif, point négatif pour les uns et pour les autres. Ce que je trouve pas mal sur la Meros, c'est que l'éclairage est à 360 degrés, c'est une sphère. Donc du coup, si vous avez un mur blanc derrière, en fait, ça va aussi refléter sur le mur. Alors l'Hugo, par contre, elle va éclairer plutôt sur une zone, donc vous avez moyen de le faire en déporté, c'est-à-dire que si vous orientez l'ampoule comme ça vers un mur, évidemment, ça éclairera le mur, mais par contre, vous n'aurez rien face à vous. Donc moi, je trouve ça plutôt pratique sur la Meros. Après, au niveau qualité, c'est ce que je vous disais, clairement, il n'y a pas photo. La Philips est beaucoup plus qualitative. La Meros, voilà, elle fait très plastique. Maintenant, après tout, sur une table de nuit, voilà, ça peut ne pas être choquant d'avoir un objet en plastique, après tout. L'autre inconvénient que je vois sur la Philips, c'est que le câble, on a beaucoup de mal, la prise est située sous la sphère et on a beaucoup de mal à garder une stabilité. Je sais pas si elle y en a, mais c'est vrai qu'elle a souvent tendance à être complètement instable, ça c'est très chiant. Par contre, elle a un gros avantage, c'est que vous avez une batterie sur la Philips que vous n'avez pas sur la Meros. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être sans arrêt connecté en filaire, vous pouvez tout à fait la trimballer d'une pièce à l'autre. Moi, au niveau autonomie, en gros, je suis à peu près à 5 minutes d'autonomie, 5 heures, pardon, parce que 5 minutes, ça ferait pas beaucoup. C'est le temps qu'il vous faut pour insérer le suppositoire. Du coup, 5 heures, ça fait vraiment... ça peut vous servir. Imaginons, vous êtes en soirée, même pourquoi pas dehors. Il fait beau en Bretagne, c'est l'été, j'ai envie de me faire un barbecue sur ma terrasse, je peux l'emmener dehors, et au moins j'ai de la batterie, j'ai de l'autonomie. À l'usage, les deux sont bien. La Philips éclaire un peu plus que la Meros, je trouve. Donc si vous aimez bien avoir, quand vous lisez dans votre lit le soir, avoir beaucoup de lumière, je vous conseillerais plutôt de prendre la Philips, malgré tout. Maintenant, le prix est pas du tout le même, parce que la Hugo, j'avais dû la payer 50-60 €. Alors que là, vous voyez, pour ce prix-là, vous avez 3 Meros, donc à vous de voir. Ce que vous préférez, si vous êtes déjà dans l'écosystème Philips, privilégiez peut-être la Hugo, et puis si vous avez un petit budget, que vous voulez en acheter 2, pourquoi pas pour mettre sur chaque table de nuit si vous avez un lit de place. Vous avez plutôt intérêt à utiliser, à mon avis, les Meros. Les deux fonctionnent très bien, la Meros est plutôt réactive, je l'utilise depuis quelques jours maintenant, et le bilan est positif comme d'habitude avec cette marque-là. C'est vraiment... voilà. Rapport qualité-prix imbattable pour moi, surtout à 17 €. Bon, et si tu devais donner une note à la Meros, alors ? Ouais, aux deux d'ailleurs. Oh, je leur mettrais la même note. Je vais faire mon normand. Je pense que je leur mettrais 4 sur 5 aux deux. Parce que je trouve qu'elles sont... En fait, je vais pas dire qu'elles sont complémentaires, mais c'est presque ça. Sur la Philips, voilà, elle est qualitative, elle éclaire bien, elle a une batterie. La Meros est vraiment pas chère du tout. Le fait que ce soit de l'USB, c'est pratique. Et le fait aussi qu'elle éclaire à 360 degrés, moi je trouve ça vraiment sympa. Et je pense que je vais garder la Meros sur la table de nuit et puis je réutiliserai la Philips ailleurs.
Merci François pour ce test et ce face-à-face entre ces deux lampes de chevet connectées HomeKit. Nos coups de cœur de la semaine. Ellie, je crois que tu n'as pas de coup de cœur. Hein. Tu es en train de me dire non, moi j'ai pas de coup de cœur, ne passe pas la Non, parole. J'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Désolé. François, tu as un coup de cœur. Alors moi, mon coup de cœur, pour une fois, c'est un objectif. Alors c'est pas un objectif que je me suis fixé, c'est un objectif photo. Parce que je fais pas mal de photos à côté, en dehors des photos avec mon iPhone. J'ai 2 appareils photo, je suis passé chez Fuji il y a peu de temps, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup cette marque. Enfin, peu de temps, je dis peu de temps, ça fait 3 ans. Mais quand même, je viens de m'équiper d'un objectif, j'avais pas de téléobjectif, donc j'ai acheté un objectif 70-300. Et c'est un objectif qui est relativement peu cher, entre guillemets, c'est un objectif qui fait quand même 799 €. Maintenant, on sait, hein, pour les gens qui ont l'habitude de faire de la photo, les objectifs, souvent, c'est assez cher. Au final, des fois, c'est même plus cher que l'appareil photo en lui-même. Et j'ai eu l'occasion de faire des premières sorties là au bord de la mer la semaine dernière. Et j'ai redécouvert le plaisir de prendre des photos au téléobjectif. Alors en particulier, on était sur la plage et les mouettes qui sont loin. Dès qu'on s'approche des mouettes, c'est chiant parce qu'une mouette, ça s'envole. Alors que là, avec le téléobjectif, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à s'approcher. Le piqué est vraiment sympa pour les gens qui aiment la photo. Moi, je le redis, je l'ai déjà dit. Fuji, c'est une marque qui est vraiment cool, qui est vraiment orientée vers les photographes. Je m'amuse beaucoup avec ça et je tarderai pas à publier des photos sur mon Instagram. Il faut que je prenne le temps de faire ça, je pense que ce sera un de mes objectifs de vacances. Donc voilà, l'objectif est mon coup de cœur de la semaine. Et il ouvre à combien ce 70-300 ? Alors il doit ouvrir à 4 de mémoire. Donc ce qui est quand même pas mal pour un téléobjectif, je trouve. Et puis la petite spécificité, mais pour les gens qui ont déjà utilisé des appareils photo Fuji, moi ce que j'aime bien, c'est que sur la plupart des modèles, il y a une bague sur l'objectif qui permet de régler l'ouverture du diaphragme. Et ça, c'est super cool. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai acheté du Fuji, c'est que sur la plupart des modèles, tous les réglages se font directement sur le boîtier. On a des petites molettes à droite, à gauche sur l'objectif. Et je trouve ça hyper intuitif, hyper sympa. Et pour moi, voilà, qui donne aussi des cours de photo, souvent je donne cet exemple-là, c'est un bon moyen de s'y retrouver. C'est un peu technique au départ, mais une fois qu'on a compris ce fameux trio ouverture, vitesse, ISO, et vous êtes paré pour faire de belles photos, sans doute de plus belles photos que ce que vous auriez fait avec votre iPhone. Et surtout, le plaisir, c'est de se dire que c'est nos photos, ce n'est pas l'intelligence artificielle, le processeur de l'iPhone qui a pris la photo et qui a choisi ses réglages, là c'est vous, et ça, c'est cool. Et juste pour ma curiosité, ton boîtier Fuji, c'est lequel ? Alors j'ai un X-T3 et un X4. L'avantage du X4, c'est que c'est un tout petit boîtier, là je l'ai acheté il y a très peu de temps, il tient presque dans la poche avec un petit objectif pancake, un 27 mm, qui est plutôt sympa, qui a un très bon piqué aussi. Et par contre le téléobjectif, je le mets avec le XT parce que avec le XE, le boîtier XE, il est vraiment vraiment petit et c'est clairement pas fait pour ça. Maintenant je me vois bien l'été prochain en rando avoir le XT3 avec le téléobjectif et le petit X4 avec le 27 mm, comme ça j'aurai une plage focale assez importante. David, toi aussi tu as un petit coup de cœur pour nous ? Alors ouais, j'ai un coup de cœur et je crois qu'en plus c'est un coup de cœur qu'on partage parce qu'on a été un paquet à le partager sur les réseaux sociaux ces derniers jours. C'est Stephen Hackett, le host du podcast Connected, le podcast anglais, qui lance un Kickstarter là qui va se terminer à la fin du mois d'août, je crois, pour un calendrier avec pas mal de produits Apple, alors des anciens produits mais aussi des assez récents. Et c'est un calendrier 2022. Donc voilà, c'est un projet que j'ai backé, c'est un projet que je trouvais vraiment pas mal. Après le projet des pins de la WDC qu'on a eu il y a peu de temps, ça va bien avec. Ouais, c'est vrai que ce calendrier, il est sympa parce que sur chaque jour de l'année, on a des renvois vers les grandes dates d'Apple en fait. Hein. Oui, c'est ça. Le lancement de tel produit. Et puis il y a des photos aussi que Stephen Hackett a faites lui-même dans son petit musée perso. Il est un peu comme toi, Ellie. Stephen Hackett, il a un vrai petit musée de... Ouais, il a plus de produits. En fait, moi, je les ai tous de matériel, mais... Ouais, mais moi, j'avais un musée comme ça et Apple m'a obligé à le détruire. Parce que, si, il était dans un des couloirs, pas dans le showroom, bien sûr, hein, mais en fait, quand on avait des visites d'Apple Europe, en particulier de responsables et même d'Apple France, ils sont totalement contre l'idée qu'on expose des anciens produits. Donc, ils nous avaient vraiment dit non, mais ça, c'est pas bien, il faut pas le faire et tout. Donc,
On a fini par l'enlever, on a gardé les produits, mais ils sont pas exposés, ils sont pas en vitrine comme on les avait mis. Et pourtant, on avait le premier Mac 128, on avait des Mac Plus, on avait des Lisa avec lecteur de disquette, on avait les premiers Apple portables, ceux qui pesaient 32 kilos avec leur batterie au plomb. On avait les premiers PowerBook Duo, on avait tout ça. Alors à un moment donné, tu peux plus les stocker, il faut un hangar, donc on a fait un petit tri, mais on en a gardé quand même quelques-uns. Bon, moi, dans mon petit musée personnel, vous savez tous que j'ai le Mac du 20e anniversaire, le Spartacus légendaire. C'est vrai. Ça, c'est mon petit truc à moi. Celui-là, je l'ai gardé chez moi. L'épisode 46 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast se termine. Merci beaucoup Jean-Marc Denoal d'avoir accepté de nous raconter Narrative un peu en avant-première quand même. Complètement en avant-première. Mais merci à vous, c'était très sympa. Et on le fera cet essai en conditions réelles, en enregistrant un prochain épisode d'iWeek, c'est promis, avec Narrative. Absolument. On rappelle juste les infos essentielles, Jean-Marc, d'ici la mi-septembre, pour ceux qui voudraient essayer Narrative. Absolument, sortie dès la semaine prochaine sur TestFlight avec un lien public, donc allez sur le site, on vous trouverez tout l'ensemble des informations et pour ceux qui le cherchent, donc vous pouvez télécharger l'appli, la tester dans tous les sens, nous faire vos retours, partager vos impressions et faire des très très beaux lives pendant les vacances, de vos cours de surf ou de vos balades en montagne pour tester les réseaux. Le 15 septembre, la sortie commerciale dans l'environnement Apple, donc ce qu'on appelle nous la console, l'ensemble du produit. Évidemment, vous pouvez demander à n'importe quel téléphone de filmer, qu'il soit Android ou iOS, et avec peut-être quelques annonces complémentaires pour cette sortie de septembre. Voilà. Donc un été chargé. Comme on dit, merde pour le lancement. Merci. Longue vie à Narrative. Hein. Merci. Et tu le sais, on va suivre ce lancement avec beaucoup d'intérêt et d'amitié ici chez iWeek. C'est cool. Salut François, merci d'avoir été là à nouveau pour cet épisode 46. Et oui, 46 déjà, le temps passe, et puis comme me disait ma compagne cette semaine, j'ai l'impression que tu passes ta vie avec Benjamin, et qui fait partie de la vie de la maison, parce qu'à s'entendre plusieurs fois par semaine, maintenant, voilà, tu fais un peu partie de la famille, Benji. Ah, ça me touche beaucoup. Merci François, et à la semaine prochaine. Ou avant sur i5. Ou avant sur i5, tu as raison. Merci aussi à David Saez qui m'a avantageusement remplacé pour le tuto audio aujourd'hui. Merci David. On renvoie vers ton blog, c'estpourmapomme.blog. C'est ça. C'est un peu l'endroit où on peut retrouver tout ce que je fais, c'est-à-dire le blog, le podcast, mon compte Instagram, tout est regroupé dans le blog. In the box. Bon, c'était très sympa de mettre un visage et une voix sur ton nom qu'on croise souvent sur Twitter. Alors à bientôt autour du hashtag iWeekLSA, David. À bientôt. Merci à tous de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple, chaque jeudi avant 20h en version audio gratuitement sur toutes les grandes plateformes de podcast et à partir du vendredi en version vidéo sur la chaîne YouTube d'iWeek. Et merci de votre accueil pour i5, la dose Apple, notre nouveau podcast quotidien, 5 minutes par jour. Bon, parfois un peu plus, 5 jours par semaine, l'essentiel de l'actu Apple en version Hot News, un podcast avec abonnement, 3,99€ par mois, sans engagement, et on vous offre les 3 premiers épisodes sans poser de questions, c'est exclusivement sur Apple Podcast. Pour soutenir iWeek, la semaine Apple, patreon.com/iWeek, merci à nos contributeurs, peut-être bientôt Jean-Marc fera partie de ce groupe de soutien très important pour nous. C'est grâce à vous qu'on peut continuer. Rejoignez-les pour le prix d'un café par épisode et un peu plus si vous le pouvez. On a besoin de vous. Nous suivre, c'est sur Twitter @iWeekNews et i5fr, sur Instagram @iweek.news et @i5fr, et puis aussi sur Facebook. On est à votre écoute tout au long de la semaine et on adore échanger avec vous. Passez une très belle fin de semaine, un bon week-end. À demain matin, vendredi, pour l'épisode 21 déjà d'i5, la dose Apple. Et à jeudi prochain, on sera le 15 juillet 2021. Vous serez alors peut-être en vacances sur la plage, les doigts de pied en éventail pour découvrir l'épisode 47. Alors profitez-en bien. Bisous aux filles et salut à tous.